Donc, messieurs, dames, encore une fois, applaudissez Fred Maigne, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc Fred, on s'est rencontrés fortuitement, via nos amis qui sont dans la salle, hein, Adam et FP, bien sûr, c'est la connexion, elle est là au départ, je crois. Et merci. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'on aime bien, on avait reçu, tu connais bien Maug, qui était venu aussi nous parler de Jarring Effect. On a évidemment beaucoup de respect pour les gens qui tiennent la musique indépendante au bout des bras comme vous faites, autant par votre qualité de musicale et que votre travail acharné, j'imagine. C'est pas facile, j'imagine, de tenir un label. C'est totalement ça, c'est pour ça que je suis venu les mains vides. Et comme je te l'ai dit, je n'ai rien à présenter, moi, voilà. Si ce n'est parler. Voilà, c'est fini, monsieur Lambert, au revoir. Non, je peux parler sans fin et échanger avec plaisir. Donc moi, contrairement à Paul, j'ai pas grand-chose à projeter. Non. Mais par contre, raconter l'histoire d'un label, comment il s'est créé, et puis ce que c'est aujourd'hui, et les difficultés, et ce qui est. Oui, le travail que ça représente. Je pense qu'on est tous curieux. Toi, tu fais du son toi-même ? Alors non, j'ai été musicien. Je ne suis pas musicien. D'accord. Voilà. Donc comment se fait-il que tu sois gestionnaire du label. Prenons le truc depuis le début. Donc c'est vraiment une histoire de copains en fait. Hein. Vraiment, c'est un projet qui s'est créé en banc de lycée, banc de fac, et du coup, on se connaît par là. Et donc ça s'est fait comme ça. Alors si je commence, donc je te raconte l'histoire. Vas-y, on est parti, on écoute, on se laisse bercer par l'histoire de Fred. Vous avez bien sûr le droit de poser autant de questions que vous voulez dans la salle. Justement, on pense que l'intervention de Fred va se nourrir de nos questions, donc n'hésitez pas. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi poser vos questions. Il y a Malo qui moniteur les réseaux sociaux et qui nous fera passer les questions. Donc on t'écoute Fred, berce-nous, et puis si on s'ennuie, on t'interrompt. Je te paraphrase, effectivement, vous n'hésitez pas à intervenir, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai pas préparer grand chose, si ce n'est vous raconter l'histoire du label et du coup d'interagir. Donc il ne faut pas hésiter, et c'est plus dans la discussion que sur une réelle présentation. Mais du coup, si je peux le refaire de comment ça s'est créé. Donc en gros, c'est comme je le disais rapidement, c'est une histoire de copains, ça s'est fait comme ça. Donc en gros, ça se crée par les 3 membres de Chinese Man, donc le groupe éponyme du label, qui en 2004-2005, on ne connaît pas vraiment la date, ont l'envie en fait de créer, plutôt qu'un label, vraiment un collectif. Donc une envie de créer un projet où tous les gens qui connaissent autour d'eux mettent la main à la pâte et mettent ce qu'ils savent faire. Donc c'était autant du graphisme que de la vidéo, que de la musique. Et eux-mêmes se sont dit, du coup nous on fait de la musique, donc on n'a qu'à mettre la première pierre à l'édifice. Et donc ils ont fait un premier vinyle, donc on est en 2004-2005. Pourquoi un vinyle ? Parce que donc, ça commence vraiment sur... l'idée initiale, c'est de se dire on fait un vinyle, parce qu'à l'époque ils sont DJ, et que Serato, Tractor, tout ça, ça n'existe pas. Et donc pour pouvoir jouer leur propre son, il fallait faire un vinyle. Sinon ils ne pouvaient pas mixer en fait. Du coup, c'est ça qui se fait. Donc, ça s'appelle Bandits Crew. C'est la première sortie qui a existé, qui est en 2004-2005, 2004, à 500 exemplaires, payés avec leur propre argent et ainsi de suite. Il n'y avait encore même pas une asso. Donc, c'est vraiment la base, ça. C'est se dire, on fait ce premier exemplaire d'un vinyle. Donc il y en a eu un premier, Bandits Groove, il y en a eu un second l'année d'après, Bunny Groove, un troisième, Indie Groove. Donc il y a eu ces 3 premiers vinyles qui sont faits vraiment ça vient d'un projet qui est très artisanal à la base, artisanal avec je le dis pas du tout comme un truc négatif, c'est au contraire de l'artisanat, c'est se dire on met la main à la pâte, on crée ce qu'on a envie de faire et on n'attend pas grand-chose. On a une ambition limitée en tout cas, on a envie de faire de la musique, donc on l'a fait. Voilà, donc il y a eu ces 3 premiers vinyles. Il s'avère que là, il y a eu un switch à un moment, donc on est entre 2006 et 2007, où un de ces titres, de ces 3 premiers vinyles, sortis à 500 exemplaires chacun, a été pris par une boîte pour une synchro. Donc c'est le fameux titre I've Got That Tune, qui a été pris par une pub de voiture et qui a du coup généré vraiment un switch entre... c'est le premier switch en gros, c'est entre un artisanat total et le fait que personne ne connaissait ce petit groupe qui sortait 500 vinyles dans leur coin.
Et d'un coup, c'est passé à la télé, et donc les gens dans TéléZ et Télépoche demandaient mais c'est quoi cette musique ? Et du coup, il y a eu cette première idée de se dire du coup, il faut faire des CD, parce qu'à l'époque, les CD existaient encore. Enfin, en tout cas, on était déjà dans la crise du CD, mais en tout cas, il y avait donc ça a eu cette seconde phase de se dire on va faire un premier CD. Ce premier CD a réuni les 3 premiers vinyles qu'ils avaient fait, donc à 500 exemplaires chacun, donc qui a été le Groove Session Volume 1. Donc on est en 2007. Et donc on est vraiment dans un projet qui à la base se fait organiquement, donc d'une façon artisanale, mais aussi très organique. Voilà, on rebondit, on a créé un collectif. Il y a des gens qui font des clips, il y a des gens qui font de la vidéo. Donc moi à cette époque, je fais le making of de la première vidéo, du premier clip qui se passe. Chacun mettait sa main à la pâte un peu artisanellement. Il y a combien d'artistes à ce moment-là Il y en a absolument un seul, c'est-à-dire que ça s'est vraiment créé comme un label d'artistes. Donc, c'est-à-dire que Chinese Man, en fait, le collectif Chinese Man Records est préalable au nom du groupe Chinese Man. On est à 3 mois près, hein, mais en gros, c'est l'idée à la base, c'est vraiment de créer un collectif avec des références qui sont Ninja Tune ou Warp ou Stones Throw, voilà, pour prendre des exemples à l'époque déjà très établis, pour se dire on fait quelque chose et on essaie de faire quelque chose bien. Donc avec des illustrateurs, avec des gens qui font de la vidéo, qui sont que des potes en fait. Hein. Ça se crée vraiment en associatif, artisanal, comme ça se passe souvent et comme c'est comme ça qu'il faut le faire au début, de mon point de vue. En tout cas, ça se crée d'une énergie et d'une dynamique très individuelle. Et voilà, donc il y a eu toutes ces étapes. Donc j'avance un peu. Donc on est en 2004, on arrive en 2007 avec un premier CD, entre guillemets, mais en tout cas une première sortie qui a un impact, entre guillemets, plus large que juste autour de nous. Donc on est en 2007, c'est en 2007 aussi que donc Printemps de Bourges, les découvertes du Printemps de Bourges. À l'époque, il n'y a que 2 des 3 Chinese band qui font du live, qui font du DJ set en fait à la base. Donc ils ont une formule DJ set sur un mode, et je pense avec le recul, je me redis toujours que c'est pour ça aussi que ça marche à ce moment-là, c'est qu'ils font un DJ set qui est extrêmement éclectique, qui va autant de la drum, évidemment la base c'est le hip-hop, hein, la base de tout le collectif c'est le hip-hop, mais avec une ouverture musicale très large, et donc qui passe dans des DJ sets du hip-hop à de la drum, à du baile funk et ainsi de suite, voilà, qui a été du coup découverte du Printemps de Bourges sur une base de DJ sets, ce qui est aujourd'hui très improbable, c'est-à-dire que ce n'était que entre guillemets des DJ. Ça rappelle aussi l'approche de Massive Attack, le collectif et le sound system Massive Attack à Bristol était extrêmement éclectique. Leur partie était connue pour avoir toutes sortes de sons, et même mais du coup il y avait un peu cette logique qu'en France, en fait, pas cette logique, mais en tout cas un truc très naturel en fait c'est ça la culture, d'où viennent les 3 Chinese Men, et donc d'où s'est créé tout le label, tout le collectif. C'est de se dire voilà, nous on aime plein de trucs en fait, donc on peut jouer plein de trucs dans un set, ce qui a très bien marché, et donc qui a effectivement été pris genre en découverte du Printemps de Bourges à l'époque et ainsi de suite, ce qui a step up un peu le truc dès le début, à se dire du coup ça fait des tournées et ainsi de suite, avec une bascule à ce moment-là de se dire du coup on va faire du live, puisqu'il y en avait que 2 qui étaient DJ et un 3e qui était identifié très producteur. Aujourd'hui, ils sont tous DJ et producteurs, surtout producteurs. Et du coup, c'est là, la première bascule, c'est 2007-2009, avec une création d'un vrai live. Donc live, c'est-à-dire jouer sur scène. Je t'attends. Vas-y. I Got That Tune donc, est sorti avant tout ça. Hein. Ouais, I've Got That Tune, en fait, c'est donc 2004 le premier, 2005 le deuxième, 2006 le troisième. C'est les 3 premiers EP qui sont sortis à 500 exemplaires et en vinyle. vinyle. Tune, c'est un des 3 premiers. Et c'est dans le deuxième vinyle. D'accord. Et c'est 2007 où c'est connu, parce que c'est dans la première fois où on réunit ces 3 vinyles dans ce qu'on appelle les Groove Sessions, qui est 3 vinyles réunis dans un CD album. Et on a envie de demander évidemment tout de suite les samples dans I've Got That Tune. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, donc on revient à l'époque
Maintenant, aujourd'hui, je peux t'en parler très ouvertement. À l'époque, on s'en parle pas de la même façon. On s'en parle comme du hip-hop des années 90-2000, c'est-à-dire le sample existe, mais n'est pas clearé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le début de notre monde, où on vient tous d'un monde où on ne connaît pas, en fait, on connaît pas comment ça fonctionne. Donc on s'est tous créés sur le tas, en fait. Hein. Donc, j'imagine qu'il y a des avocats qui sont venus vous expliquer comment ça fonctionnait, non? Ils sont arrivés bien plus tard. Hein. Mais sauf qu'entre-temps, j'avais appris comment ça marchait. Donc on a discuté et on a toujours trouvé moyen de s'entendre. Oui, bien sûr. Oui, dès lors que un morceau a autant de succès, bah, malheureusement, il va falloir parler à la partie adverse qui appartient les samples, j'imagine. Bien sûr, mais ça c'est très clairement à cette époque-là, on est là-dedans aujourd'hui, parce que la musique de Chinese Man, donc qui est à l'époque le seul groupe entre guillemets, puisque on est encore avant 2011, qui sera une autre bascule. C'est de la musique samplée. À la base, ils ne font l'initiative artistique pour Chinese Man, c'est trouver un sample. Et après, ils dérivent, et aujourd'hui, voilà, il y a des orchestres, il y a tout ça, mais à la base, c'est comme ça qu'ils produisent. C'est avoir un sample et créer l'univers d'un morceau et le composer basé sur un sample. Et à l'époque, encore plus, et à l'époque, sans aucune notion de clearance et ainsi de suite. Donc voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait dans des tonnes de labels et dans des tonnes de vie artistique. Ça permet aussi de lancer, lancer l'histoire aussi. Mais complètement. Et on le sait, et on sait même encore aujourd'hui. Alors nous, on est très carré maintenant aujourd'hui dessus parce que voilà, j'ai appris, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, maintenant c'est mon monde, et c'est le monde d'autres gens, même des gens que j'emploie pour clearer les samples. Je vais aller plus loin. L'histoire qu'on est en train de raconter du groupe qui explose avec un disque autour d'un sample, puis qui, grâce à ça, crée une carrière, ou monte une carrière, et suite à ça aussi change sa technique de production, et ne travaille plus aujourd'hui avec le sample. S'ils travaillent totalement avec le sample encore aujourd'hui. Okay, toujours aussi. C'est toujours la base en fait. La base de leur création reste toujours le sample. Après, parfois, effectivement, aujourd'hui, le sample disparaît du morceau final. C'est ça. Mais sauf qu'en c'est toujours, disparaît. L'inspiration initiale, elle part toujours du sample. On va beaucoup plus le maquiller, on va le rejouer, on va l'épouser puis l'enlever, pour que l'essence en reste. C'est arrivé, tu vois, c'est arrivé sur le dernier album où du coup ça part d'un sample où ça discute avec le gars, tout ça, parce que comme je te le disais, aujourd'hui on fait les choses, donc on le sait 6-9 mois avant, donc on commence à discuter tout ça et tout. Le mec dit c'est super, ils envoient la deuxième maquette après la première, il dit mais moi vivant, ce morceau ne sortira jamais. Donc du coup il faut bien se retourner. Ce morceau est resté basé sur ce sample original et est devenu quelque chose d'autre, mais en fait il est parti de ce sample et à la fin il n'y est plus du tout. Tout a été, c'est parti dans complètement une vibe différente et tout, mais en tout cas il est parti, en fait leur technique entre guillemets de production part toujours du sample. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs part du sample. C'est arrivé à beaucoup d'artistes. On peut citer Bonobo par exemple. Oui, bien sûr. Les premiers albums, les deux premiers albums sont tournés autour du sample, et on voit bien qu'au fur et à mesure de l'histoire. En fait, il y a même un. Alors, on avance trop vite, mais il y a même un problème financier en fait. C'est-à-dire qu'au début, le sample, il te permet d'avoir une mélodie. À la fin, si tu as des moyens de production, tu peux tout inventer en fait. Après, je te dis, ils gardent toujours leur logique de création par du sample. Mais évidemment, derrière, tu peux prendre des interprètes, tu peux leur fredonner une mélodie et ils vont te la rejouer et ils vont la modifier et ainsi de suite. Mais voilà, c'est des moyens de production qui, à la base, quand on parle de 2004-2010, c'est E3 dans une maison en Ardèche et un ordinateur et des platines, quoi. Et donc des vieux vinyles et des même pas Ableton à l'époque, c'est Cakewalk, le premier album c'est Cakewalk. Donc voilà, donc on est il y a très longtemps, quoi. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, et c'est ça qui est beau en même temps, hein. Et c'est l'histoire du truc. Donc si je reprends, parce que oui, mais je suis là pour ça. Mais tu es là pour ça et je t'encourage à le faire. Donc on arrive en gros, la première bascule, elle est en 2010, où on est sur la deuxième Groove Session. Donc il n'y a toujours pas d'album de Chinese Man en fait. Groove Session 1, Groove Session 2, c'est 2009. En 2010, il y a la première bascule, elle est globalement liée plus à moi.
c'est que je suis le premier, je m'auto-salarie en gros à se dire il faut qu'il y ait quelqu'un en fait qui gère en dehors de gérer à l'arrache quoi. Et donc c'est un peu le début vraiment du projet qui se bascule de l'artisanat vers une petite forme de professionnalisation. Et on arrive du coup de 2010 à 2011 où donc déjà en 2009 il y a eu le premier live, mais il y a toujours, ça reste très artisanal quand même. Premier live, c'est-à-dire on a perdu la connexion. Bref, premier live qui commence où vraiment les trois sont sur scène, où il commence à y avoir des vidéos projetées, donc il y a une vocation de scénographie, il y a une vocation de donner en fait au public un côté live et un côté, ça reste de la musique électronique, donc à l'époque surtout, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus joué, mais à l'époque c'était beaucoup platine et pad, et j'envoie des séquences et je fais de la platine. Du coup il y a eu une vocation de se dire on crée un univers autour de ça. Donc on revient à la base de la fondation, de se dire il y a un collectif, donc il y a des visuels et sur les pochettes et sur les vidéos, et se dire que du coup on crée un univers et on projette cet univers auprès des gens. On arrive en 2010 donc avec un salarié et ainsi de suite, et ça avance jusqu'à 2011 sur le premier album de Chainsman, donc qui s'appelle Racing with the Sun, qui est un peu la 2011-2012, une des premières grosses bascules. Avec donc le premier album de Chinese qui fait grand bruit dans notre petit monde de l'indépendance, et les premières signatures, donc on passe un peu du label d'artiste vers une structure qui a vocation à développer d'autres gens, ces autres gens ayant toujours eu un lien avec Chinese Man, donc les deux premiers étant Deluxe et en deuxième temps Taiwan MC, qui sont deux artistes avec qui Chinese Man avait collaboré. Voilà, tu me perds avec les problèmes techniques. Non, je m'inquiète. Non, pas de souci. Voilà, donc on est en 2011, le premier album, les premières signatures d'autres artistes. Voilà, les premières grosses tournées où ça tourne énormément, donc avec où un projet vraiment collectif devient vraiment un label qui commence à produire des disques et qui produit des tournées également. Donc les tournées de Chinese Man, mais également des tournées de Deluxe, de Taiwan MC et ainsi de suite. Donc on commence à signer des nouveaux artistes. Je fais un petit bond, arrivé à 2014 où on fait quasiment la plus grosse tournée qu'on ait faite en fait même à ce jour, 10 ans après, c'est-à-dire une tournée de Zénith où il y avait Deluxe, Chinese Man, ASM présent dans la salle était également en featuring sur ces tournées, ce qui est aussi la base de la suite, parce que globalement encore à cette époque on ne produit que des artistes avec qui on a eu une rencontre humaine. Donc c'est comme ça que derrière on est toujours ensemble et à produire des projets ensemble avec ASM. Ça se crée souvent dans la rencontre humaine. On est encore à cette époque dans la bascule de l'artisanat à une formule plus installée. Donc je suis à 2014 en gros. Voilà, ensuite il y a Scratch Bandits Crew, Barra Frequencia. Les différents artistes, déjà à ce moment-là, donc, se mélangent sur scène, n'est-ce pas? Il y a un crossover, je crois, où c'est pas vraiment trois concerts, c'est pas trois concerts distincts, c'est un seul concert. Je suis allé un peu vite, effectivement. Qui travaille ensemble sur scène. Voilà, en 2014, c'est un peu l'idée qui a été compliquée, extrêmement compliquée à mettre en place, mais qui était super. C'est-à-dire, il y avait, donc on faisait pour le coup une tournée de Zénith qui était vraiment... la première fois, on vient pas vraiment de ce monde des zéniths, tout ça et tout, mais en même temps, on avait vocation à se dire, vas-y, on fait un truc qui nous dépasse aussi, ce qu'on a fait, qui a été une super expérience. Et effectivement, donc c'était Deluxe, Chinese Man, différents featuring qui sont à l'époque Taiwan MC, U-Star, ASM, sur les différents shows. Et à la fin, tout le monde se réunissait sur un projet commun, une créa vraiment commune, sur une demi-heure, trois quarts d'heure de fin, où on mélangeait et Deluxe et Chinese Man sur la même création. Donc qui a été un projet extrêmement compliqué à faire, mais vraiment, enfin moi je le garde
totalement dans un les répètes et tout pour préparer tout ça, tu veux dire tout le... Ouais, même sur scène, parce que les répètes, ça s'est fait comme ça se fait. Après, c'est de là, j'imagine que vient là votre chanson Too Many Mics, Too Many, not enough mics, Too many MCs and not enough mics. I think that, Chinese man, ils sont bien connus pour avoir beaucoup de MC sur scène, non? C'est un peu le... Complètement. La marque de fabrique. C'est ce que je te disais sur les lives, ça part peut-être d'un problème de confiance au début dans la musique trop électronique, mais en gros, il y a eu une vraie vocation de créer des univers. Donc créer des univers par la vidéo, par les MC. Pendant longtemps, Chinese man, tu les vois pas sur scène. En fait, aujourd'hui, on essaye de les remettre en avant par des ingé light et ainsi de suite. Mais je veux dire, c'est quand même des gars qui sont plutôt en retrait qui ont créé la musique, qui jouent la musique, mais qui mettent en avant un univers qui est plus large qu'eux et ainsi de suite. Ce qui est, moi j'adhère totalement. C'était l'idée du collectif, encore une fois. Voilà, ça revient très clairement à la base. Et puis un petit peu anti-star system, même si vous faites des gros complètement. Des gros plateaux. Je veux dire, pendant longtemps, personne, tu vois, même en local chez nous, on est à Marseille, on est dans notre quartier, on vit là depuis des années, et puis il y a très peu de gens qui les reconnaissent. Ça fait partie d'une volonté. Alors aujourd'hui, ça a changé parce que Chinese Man est devenu très connu, mais je veux dire, il y a 10 ans. C'était pas, ils se sont jamais mis en avant. Ça a été vraiment pas un objectif. Ça a été de mettre en avant la musique, d'où même le nom du projet, qui a plein de choses à dire autour. Mais je veux dire de se cacher aussi derrière une entité pour pas bouffer la musique et laisser la musique devant et les personnes sont entre guillemets moins importantes. Après, les choses évoluent mais bon, il y a toujours cette identité historique qui reste évidemment dans tous les projets. Bien sûr. Dans tous leurs projets en tout cas. Vas-y, si tu veux rebondir. Je rebondis parce que ce qui est étonnant, c'est que le premier morceau le plus connu, I Got That Tune, est extrêmement différent de tout le reste. Complètement, c'est même... après, tu connais l'histoire de plein de groupes, c'est souvent le poids et l'étoile chez plein de groupes. C'est le premier truc que tu as fait restera éternellement ce qui sera le titre le plus connu. Et derrière, tu perdras plein de gens qui ne découvriront pas ce que tu fais derrière. Effectivement, c'est un titre, ce qu'on a appelé à l'époque Electro Swing, qui était pas du tout forcément leur univers. Eux, ils ont chopé un sample, ils en ont fait un morceau sur une base hip-hop, sur un rework hip-hop et ainsi de suite. Sur un sample qui a été après derrière carrément une trend quoi. Ça fait pas des trends à l'époque, mais c'est fou parce qu'ils ont rien fait. À ma connaissance, il y a rien eu dans la même veine après. Non, pas des masses. Et c'est fou que ce soit le morceau le plus connu qui est complètement très différent de ce qu'ils se font. Complètement. C'est difficile. Effectivement, c'est difficile à. Difficile. Faut pas non plus. Ça se flagelle pas. Mais non, mais est-ce qu'à un moment ils ont été tentés de refaire quelque chose dans le même veine en se disant c'est ça qui a marché? Non, c'est bien. Ils ont rien fait. Effectivement, ça, tu vois, il n'y a aucune logique comme ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est, et on le fait avec tous les groupes avec qui on bosse, c'est la dynamique du groupe, leur envie artistique, et donc je vais aller un peu plus vite, mais je veux dire, pour moi, un label indépendant, en tout cas, c'est un accompagnateur de la dynamique des groupes. C'est pas le label qui va dire, regarde, ça a marché, viens, on refait ça. Évidemment. Et de toute façon, on ne bosse qu'avec des artistes où ce discours ne marcherait jamais. Et puis moi, si un jour j'ai ce discours, mais pendez-moi. Mais c'est... Évidemment, tu pourrais l'avoir, mais on n'est pas du tout dans ces logiques-là. Bien sûr. On crée des projets, et on accompagne des projets pour se dire que c'est cool et que c'est ça qu'il faut qu'on fasse parce qu'on est heureux de le faire ensemble. Mais non, il n'y a jamais eu la moindre question de se dire tiens, il faudrait qu'on fasse un volume 2 de ce titre. Non, bien sûr que non. Okay. Mais ça aurait pu, mais en tout cas, c'est pas la logique. Donc j'avance pour après pouvoir passer à d'autres choses. Donc j'étais en 2014, tout ça, ça continue. Il y a un deuxième album qui est en 2016, une énorme tournée où ASM, pas ASM, FP et Green de ASM, puisque c'était que les rappeurs de ASM et Rino n'était pas sur scène du coup, puisque c'était que des rappeurs, qu'on ne met que des MC sur scène. Était sur cette tournée, donc il y a une grosse tournée qui est peut-être la plus grosse tournée qu'on ait faite, du coup ça dure 2 à 3 ans, France et tout et le monde entier quoi. Donc qui finit. Vous êtes combien sur la route? À l'époque une quinzaine je pense,
sur la dernière tournée là, qui s'est passée sur ces 2 dernières années, c'est 18 à 20. Pourquoi ? Parce que en gros, je sais plus combien on est à l'époque, mais c'est 3 personnes plus 3 MC, enfin c'est 3 Chinese, 3 MC, donc je pense que c'est 6 à 8 sur scène. En gros, ça oscille souvent de 6 à 8 sur scène. Et derrière, il y a une dizaine de personnes qui sont le son, la lumière, la régie, toutes les équipes sans qui tu ne fais rien. Du coup, c'est entre 15 et 20 dans l'idée. Et les plus grosses tournées ont tourné à 20, qui est la dernière, je pense, la plus grosse. Enfin, la plus grosse en termes de gens, en termes de ressources humaines, comme on dit. Donc là, je vois que vous avez signé en 2015 les Scratch Bandits Crew. Voilà, ça c'est l'époque en gros, si on reprend cette timeline, en gros à partir de 2011-2012, le label, la structure collective devient vraiment un label où c'est Deluxe en premier, c'est Taiwan juste à peu près en même temps, Scratch Bandits Crew en 2015, en 2007 Barra Frequencia, après il y a U-Star qui était lui également un MC en live de Chinese Man. Souvent on a utilisé ça, c'est se dire on les met en avant et derrière on se dit vas-y, c'est quoi ton projet solo, vas-y on le développe et ainsi de suite. Pour arriver en 2019... Vous mettez des moyens à disposition des rappeurs comme ça que vous produisez, à savoir un studio, bien sûr, des moyens... non, on leur jette des pierres. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous faites pour l'aider ? C'est là où on est. On parlait de mots tout à l'heure, jarring, tout ça, et j'écoutais vite fait on discute souvent avec lui. Et effectivement, un label, c'est un producteur. Un producteur, c'est se dire, idéalement, prendre le projet au début et se dire, tu veux aller où ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi c'est quoi les moyens qu'on va mettre en face pour te permettre d'y arriver, donc qui sont des studios, du mixage, des featuring, du mastering, de la vidéo, tout ce qui permet de se dire on va sortir un projet et on va pas... De l'avance aussi, un peu d'argent pour vivre ? Oui, alors nous on fait très peu d'avance. On signe très peu le label deal, comme on dit, c'est-à-dire on fait projet par projet. Parce que si le prochain t'as pas envie de le faire, viens, on le fait pas ensemble, plutôt que de se forcer à faire des trucs ensemble. Des avances sont évidemment possibles, mais globalement c'est pas pour ne pas en donner, mais c'est juste que les avances c'est des avances en fait, donc c'est-à-dire tu les auras pas après, donc du coup c'est pas forcément le bon move à mon avis. Et c'est plus se dire vas-y, si ça gagne, on gagne tous ensemble, mais vaut mieux qu'il ait un peu faim dans le studio pour... C'est une idée. Non, c'est pas du tout. C'est pas pour ça. Je sais pas. Faudrait demander aux artistes. Mais non, c'est pas une logique de se dire on va te bloquer sur X albums et on va te donner tant pour te dire que tu vas les faire. C'est plutôt se dire voilà. Et par contre, tout est fait légalement. C'est ta question. Non. Je me donnais jusqu'où vous alliez pour faciliter l'artiste. On le facilite d'une autre façon, d'une façon où quand on bosse ensemble, on bosse souvent vraiment ensemble. Après, si tu as besoin d'une avance, discutons d'une avance, mais c'est pas forcément dans une base de deal. D'accord. Mais mais après, je comprends très bien ta question, et du coup, je finis juste ma timeline, comme ça on arrive à la seconde bascule pour moi. Donc on arrive en 2019 avec une signature de ASM justement dont on parlait. J'ouvre sur ça parce que derrière, on arrive à 2020, qui est la grosse bascule qui pourra nous faire avoir toute la discussion d'après, c'est-à-dire le Covid. Et du coup, malheureusement, nous sortons un album 3-4 mois avant le Covid, nous annulons 25 dates, 15 sur ASM, des dizaines sur Chinese, et ainsi de suite. Le monde qu'on a tous vécu à ce moment-là, donc qui est une vraie bascule. Je dis ça parce que cette timeline s'arrête en 2019, donc après, je n'ai plus de timeline à montrer. Mais c'est quand même une vraie bascule et qui peut ouvrir sur qu'est-ce qu'est aujourd'hui être un label indépendant et ainsi de suite. Ça vous a fait financièrement mal, j'imagine, cette galère ? Ça fait évidemment complètement, et plus que évidemment financièrement, parce que notamment on était sur 10 jours avant, on fait la première,
la résidence finale, là, le rendu final de la résidence, on est la veille de l'annonce du confinement. Donc on a nos 30 dates qui sont parties. Il y a un tourbus qu'il faut annuler parce qu'il part d'Allemagne. Il est en train de venir nous chercher pour leur dire non, fais demi-tour. C'est confiné, on ne peut plus sortir de chez nous. Donc, et c'est là où il y a eu des annulations sans fin. Bon, on ne va pas revenir sur cette horrible période qui a été horrible. Non, mais le timing est vraiment horrible, quoi. Le timing est horrible. On a été plein à être dans ces timings horribles parce qu'en gros, c'est mars de mémoire. En gros, donc c'est en fait le lancement des tournées, tout ça et tout. Donc on a été plein. Évidemment, ça a été une grosse bascule. Et c'est pour ça que je la nomme comme une bascule, c'est que derrière, on a aussi réfléchi à comment évoluer. Ça nous a aussi mis dans des réflexions différentes sur ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de concerts, donc il n'y avait plus que pendant au moins un an, hein, puisqu'il fallait faire des concerts assis. Autant te dire qu'on n'a pas fait beaucoup de concerts assis, nous. Hein. C'est pas vraiment la logique des concerts qu'on produit. Donc on a globalement rien fait en fait, enfin rien fait en live, et on a fait beaucoup du coup dans cette réflexion de comment faire évoluer le projet. Donc à l'époque on a créé pendant le Covid une sorte de label digital qui s'appelait Digit, où l'idée c'était de sortir des titres d'artistes qu'on ne signait pas, mais juste des titres, des titres coups de cœur. Et on n'avait que le stream en fait, puisque de toute façon, parce qu'en dehors de live, il n'y avait plus de personnes qui pouvaient aller dans des magasins, donc on avait sorti un disque qui était dans des magasins qui étaient fermés. C'était super. Mais du coup, donc c'est un peu les prémices de, je trouve moi, cette bascule de 2020 avec ce qu'on est devenu aujourd'hui, avec des logiques qui sont très positives aujourd'hui, hein, mais qui ont été un peu construites à ce moment-là. Et qu'on peut dériver sur le phono, mais sur le live aussi, où il y a eu énormément de changements sur les festivals, sur toute la façon d'appréhender le live maintenant. Je vais poser une question un peu naïve, je pense. Le live, les tournées, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de tournées. Hein, on voit les tournées en Amérique du Sud, on voit beaucoup de tournées. Est-ce que financièrement ça représentait, ou ça représente toujours une grande partie des revenus du label ? Ouais, alors c'est très particulier. Notre fonctionnement, il est particulier parce que Chinese Man existe. Et Chinese Man est un groupe qui est un peu à part aujourd'hui, on est à entre 10 et 15 artistes qu'on développe. Mais Chinese Man est un groupe qui marche, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on fait une tournée de Chinese Man, ça génère un chiffre d'affaires phénoménal par rapport à quand il ne tourne pas. C'est ça. Donc on a un chiffre d'affaires assez cyclique sur 3 ans. C'est quoi la proportion entre ce que le label gagne en faisant des lives et ce qu'il gagne en vendant des disques ou des morceaux sur Internet ? Du coup, donc je vais te répondre en 2 réponses, c'est-à-dire quand Chinese Man tourne et quand Chinese Man ne tourne pas. Si Chinese Man tourne, en gros, on fait cette année, je pense, 40 à 50 dates qui sont vendues à des dizaines de milliers d'euros parce que ça nous coûte des dizaines de milliers d'euros chaque live. Donc tu fais un chiffre d'affaires qui va atteindre 2 millions, 3 millions d'euros. C'est ça nos structures de chiffre d'affaires. Vous faites des très grosses salles, en plus vous faites des salles de 10 000, 15 000. Et c'est des grosses salles. La plupart du temps, on fait surtout des SMAC donc à 1500, 2000. Okay. Après, on fait surtout des festivals, ce qui est là le cœur jusqu'à récemment, là où on peut se refaire sur la production qu'on a mis, le montant de production qu'on a mis, parce qu'on fait des très gros shows, donc c'est-à-dire avec des créations de scénos, des créations lumière, des créations vidéo, donc avoir des vidéos, avoir des tonnes d'écrans et ainsi de suite, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça coûte cher de ce qu'on appelle le coût plateau, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va à un endroit, ça peut coûter X dizaines de milliers d'euros, donc tu te vends X dizaines de milliers d'euros, donc tu parles d'un chiffre d'affaires multiplié par 40 dates qui arrive sur des millions d'euros. Dans une année où Chinese Man tourne, la tournée va être, je dirais, à 70% le chiffre d'affaires, ce que ça représente, 30% de la production phono. Dans les 30%, 25% le physique, 75% le streaming. D'accord. Et après, tu enlèves Chinese Man d'une année, donc tu vas descendre on va être plutôt à
30 à 40% sur la production de spectacle et la tournée, et le reste donc en phono. Avec toujours la même proportion entre physique et streaming. Quoi. Merchandising un peu quand même, bien sûr. Oui, bien sûr, mais au final... négligeable. Au final, un peu négligeable. C'est pas négligeable en ce que ça représente, c'est-à-dire parler aux gens en direct, être face à eux et ainsi de suite. Tu vends, alors bien sûr en financier, mais du coup je te donne un chiffre, donc tu vas au Bikini à Toulouse, 1800 personnes, un truc comme ça, tu vas pouvoir générer 4000 € de merchandising, de vente en direct. Sur ces 4000 €, c'est des vinyles, donc tu dois des royautés aux artistes et ainsi de suite. Tu dois payer quelqu'un pour le faire, tu dois investir pour avoir un fly case avec le 1. Au final, il reste 500, 400, 500 € en marge nette, quoi. Ce qui n'est pas négligeable parce que tu fais 20 dates et ça fait 8000 € à la fin. Calculez très vite. Mais, mais voilà, on est globalement sur ce genre d'économie et donc c'est évidemment formidable, mais c'est pas ça qui crée le cœur de l'économie. Okay. Merci d'être aussi transparent. Mais avec plaisir. De toute façon, c'est de l'argent. C'est pas très grave. Hein. Et c'est redistribué au mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, j'ai juste mis ça. C'était pour du coup parce que si je reviens à question que tu ne m'as pas posée, c'est pourquoi quelque part, je pense que on a pris cette place à un moment. Donc j'expliquais d'où vient Chinese Man et je pense que c'est par leur singularité artistique et ainsi de suite à un moment. Mais je pense aussi que c'est cette idée de collectif à la base et c'est avoir cette vocation d'essayer de faire bien, ça veut rien dire bien, mais bon, comprenons-nous, c'est-à-dire faire au mieux dans tous les... Dans tout, voilà. Donc notamment l'artwork et tout. Donc j'y pense parce que j'en parle à différents... On apprécie beaucoup l'artwork de Chinese Man, ça marque. Ça a créé l'univers aussi, comme les vidéos l'ont créé et ainsi de suite. Et très clairement, ça coûte beaucoup plus d'argent de faire un artwork très stylé avec un mec qui est très stylé plutôt que de le faire à l'arrache. Et donc je pense que ça fait partie en gros de comment aussi c'est créé. Je minimise absolument pas la musique, mais c'est aussi avoir cette vocation de se dire on essaye de le faire bien. Et c'est aussi, je reprends ASM, désolé parce que vous êtes en face de moi, mais je veux dire on a toujours fait pareil aussi quand on a bossé avec ASM, c'est se dire c'est quoi l'idée, c'est quoi l'univers qu'on va créer, c'est pas juste de la musique, entre guillemets, c'est de la musique, mais c'est un univers global, c'est de la vidéo, c'est un artwork, c'est une idée, un univers, et ainsi de suite. Et donc je pense que ça, c'est un des petits... c'est mon mot du moment, c'est la singularité. Je pense que c'est perdu dans la masse de tout ce qui se fait aujourd'hui, où il y a 150 000 titres par jour uploadés sur Spotify, ou enfin sur les plateformes de streaming. Okay, donc tu nous rassures, Chinese Man, c'est pas de l'AI derrière, on est bien d'accord. Bon, on a fait des clips avec, basés sur des gens qui utilisent l'IA. On n'a pas fait un prompt pour dire fais-nous un clip. Mais par contre, c'est l'IA. Bon, autre sujet, j'ai vu que Maug en avait parlé la dernière fois, mais c'est un autre sujet. C'est les problématiques, elles sont pas sur l'IA, elles sont sur comment tu utilises l'IA, quoi. Derrière, elle restera toujours la création. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Tu nous parles des clips depuis tout à l'heure. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de clips de Chinese Man. Est-ce qu'on pourrait en regarder un peut-être? T'as un clip à nous montrer? Alors, j'en ai plein. On écoute un petit peu de son une fois, quoi, un petit clip quand même. Un des derniers, si possible. Alors, ouais, on va mettre Too Late. Hein. Too Late qui n'est pas forcément le plus représentatif. On va regarder une pub de Varilux avant, si ça vous dérange pas. Donc Too Late, c'est du dernier album. C'est pas forcément le plus représentatif, parce que c'est pas les gens avec qui on bosse depuis toujours. On pourra regarder plein de clips si vous voulez après. Mais c'est une super rencontre avec un... Médusson, ouais. Attends, j'enlève l'essai premium de YouTube. Tac. Yes. Et voilà, donc il y a un gars qui s'appelle Victor Agelin, je sais pas comment on dit vraiment, qui fait du stop motion, qui a été connu avant le clip avec nous par un clip qu'il a fait pour Orelsan, qui s'appelle La Quête. Et voilà, et dont vous allez voir, il y a FP de ASM qui est singulier dans ce clip.
Voilà, donc ça c'était Too Late. Qualitatif. Singulier et qualitatif. Très singulier, qualitatif. mais Bravo. totalement. Tu as vu comme il est bien ce mot. Singulier. Ouais. Non mais oui, mais c'est un peu... C'est sorti quand ça C'est sorti il y a un an en gros, un an et demi cool. Je pense. Cool. On a une question de l'internet. Mais parce qu'il y a des gens qui posent à l'internet, c'est Céline qui nous pose la question et qui nous demande c'est quoi la différence entre gérer le label avant 2015 et c'était quoi la question, Malo? Entre 2010 et 2025. La différence entre peut-être un peu de l'après-Covid. Comment tu gères ton label depuis et comment tu gères le label avant, en fait, la différence majeure, c'est Alors quoi? là, il y a deux choses. 2010-2025, je peux faire très vite. Il y a 2010-2020. Donc en 2010, il y a une personne. Aujourd'hui, en 2025, on est une dizaine. D'employés? Ouais. Voilà, avec en gros c'est de l'admin, de la promo, de la tournée, du développement de projets et ainsi de suite. À l'époque, ça reste très artisanal et ça bascule en 2010. Après, de 2020 à 2025, il y a une grosse réflexion en tant que label qui a 15 ans en 2020, à se dire on a 15 ans, le Chinese Man existe à un moment et tous les groupes avec qui on a bossé, donc dans cet univers artistique qui n'est pas forcément l'univers artistique le plus en vogue en ce moment, si je peux le dire comme ça. C'est se dire comment on évolue en fait. Donc c'est là où nous on a créé ce qu'on appelle des capsules en gros, donc en gros des nouveaux labels portés par Chinese Man Records. Donc il y en a 2 aujourd'hui, ça a vocation à se développer, qui sont Applause, qui est plus une musique de club, donc avec une DA différente en fait du label. C'est porté par Chinese Man Records, mais ça nous a permis en fait de signer des nouveaux artistes qui ne se seraient jamais retrouvés dans Chinese Man Records et on avait un problème à signer en fait, parce que Chinese Man Records, par l'historique de Chinese Man, avait une image c'est tel type de son. Donc en fait à un moment on s'est dit il faut qu'on s'en dédouane, enfin j'ai pas le mot, mais enfin il faut qu'on sorte détache. Il faut qu'on s'en détache et qu'on puisse le faire, parce qu'en fait nous on n'est pas bloqué sur un type de son, mais sauf que c'était assez logique de se dire il y a des artistes qui vont pas venir là parce que voilà, pour eux l'image c'était très clairement la vocation, c'est se dire on crée un collectif label qui a une super image, enfin qui a une image super forte, qui est au-dessus des groupes quelque part. Et au bout d'un moment, il y a des groupes qui te disent ouais mais moi je veux pas d'une image au-dessus de moi en fait. Donc du coup on a créé des nouvelles capsules, donc Applause qui est plus sur une musique, je dis club, enfin musique de fête, enfin musique qui fait danser, en tout cas musique de dance floor, donc qui en ce moment va du chata bouillon à vraiment de la musique club, parfois de la techno, parfois vraiment de la musique très club quoi. Et que nous, on essaye d'amener justement dans des festivals, avec notre expérience et notre expertise de label et de producteurs de spectacles et de tourneurs, justement essayer de les amener dans d'autres univers. Après, on a créé Under, qui est purement rap français, avec derrière plusieurs idées, c'est-à-dire à chaque fois dans ces deux capsules, nous, on vient d'un projet qui est, comme je disais, des histoires de copains de lycée. Donc ces copains, tu as vu, j'ai pas dit copines, donc on était beaucoup de mecs en fait, parce que c'est comme ça que ça s'est passé à 18, 20 ans et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui on a aussi envie de mettre notre petite pierre à un édifice de ouais mais il y a plein de meufs qui font de la musique aussi, et donc il y a beaucoup de DJ femmes dans Applause, il y a beaucoup de rappeuses dans Under aussi, enfin voilà, c'est l'idée aussi de de participer à ce qu'on croit vraiment, hein. C'est pas du marketing, c'est ce qu'on pense en fait, hein. Donc on essaye de le développer aussi dans les nouveaux projets qu'on porte. Voilà, j'ai complètement oublié ta question. Vous avez des locaux, donc vous avez des studios, j'imagine. On a aussi des locaux, très bien, très belle reprise, donc qui vient post-Covid aussi, où en fait on investit des locaux avec une vocation de se dire on a été on s'est jamais créé comme des gens marseillais. On a toujours voulu rester à Marseille, mais on l'a jamais vraiment revendiqué. Et au début, personne ne savait vraiment que c'était marseillais, ni même français. En tout cas, la musique de Chinese Man, on l'a jamais mis en avant.
c'était mondial, entre guillemets. Enfin, c'était un son en plus, pour le coup, les premiers trucs assez instrumental et tout, donc il n'y avait pas de vocation à mettre le truc en avant. Et on l'a fait pendant longtemps, jusqu'à un moment à se dire ouais, mais en fait on est là depuis 10-15 ans, on y est, donc autant s'y investir. Donc on a trouvé des locaux pour avoir nos bureaux, mais aussi créer des studios qu'on va ouvrir officiellement là en janvier 26. Enfin, les ouvrir, en tout cas plus extérieur que notre premier cercle et deuxième cercle, quoi, mais le faire vraiment comme une forme de studio. Un studio commercial, tu veux dire, un studio que vous loueriez. Complètement, voilà, studio, espace de répète, tout ça et tout. Bon, on est sur des petits espaces, hein, on n'est pas sur des énormes studios, on est sur du home studio et un espace de répète qui fait en gros 30 mètres carrés, quoi, mais ce qui permet à des tonnes de groupes. On est en plein centre-ville à Marseille, donc c'est aussi un truc qui manque. Voilà. Donc il y a une crémaillère bientôt là. Mais oui, on a déjà fait plusieurs, mais tu seras invité à la 4e. On en fait de temps en temps des crémaillères. On est intéressé. Et pour marcher sur tes plates-bandes, avec la vocation aussi de faire de la formation, avec cette vocation de transmission, en fait, au bout d'un moment, tu as envie, enfin voilà, on a vieilli, on a des enfants, et ainsi de suite, ça t'évoque des choses au bout d'un moment à te dire, voilà, on va pas rester seul dans notre coin, et on va aider, entre guillemets, à notre petit niveau. Je pense que Marseille a définitivement besoin d'une belle école. Il y a plein de gens qui font plein de choses très bien, parce que c'est pour avoir parlé à pas mal de Lyonnais qui eux me disent un peu l'inverse et ainsi de suite. À Marseille, il y a vraiment un truc où c'est peut-être un peu éparpillé, mais il y a beaucoup de projets et beaucoup de dynamique. Je prends Gel au hasard qui fait une école par exemple, qui fait une école de mix et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de dynamiques d'anciens dont aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne fait pas partie, mais où justement avec la vocation qu'on ne soit pas que des anciens, mais qu'on participe à la suite, quoi. Donc c'est globalement ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et on continue, et donc il y a des développements qui sont, au bout d'un moment, au bout de 15 ans, 20 ans, tu as aussi envie de savoir là où tu vas et qu'est-ce que tu fais, et donc c'est aussi des nouvelles dynamiques qui te tirent vers... voilà, on a fait des albums, hein. On en a fait plein. Et au niveau artistique, vous signez bien. Tu sais quoi, dans les tuyaux, il y a des choses. Je vais pas te dire ce qu'il y a. On peut parler. Non, mais justement, l'ouverture de ces nouvelles capsules permet justement d'aller chercher historiquement, avec Chinese Man Records historique, le canal historique de Chinese Man Records, il y a peu de recherche de signatures. Ça se fait vraiment comme historiquement par les rencontres humaines, et donc souvent par les collabs que Chinese Man a fait avec d'autres artistes. Il n'y a pas une démarche de chercher. Voilà, il n'y a pas une démarche parce que ça s'est créé comme un label artiste. On en parle très ouvertement. Il y a même une DA qui est assez floue, puisque en fait c'est la DA d'un artiste, mais qui est un artiste avec 3 têtes, donc avec 3 pensées différentes. Voilà, moi je suis la 4e tête, mais derrière, et en fait il y a cette DA Chinese Man Records, elle existe en gros par les rencontres que Chinese Man et le collectif a fait au fil des années. D'où le vrai côté salvateur de créer ces nouvelles capsules pour se dire, mais vas-y, en fait, là, il y a une démarche d'aller chercher des gens avec qui on a envie, tu vois, sur Applause, c'est pas les prochaines, c'est les toutes récentes, c'est un mec qui s'appelle Ebony, qui est un DJ, mais un DJ qui prend le micro, qui tout ça, avec qui qu'on va développer sur le booking, DJ Seb, qui est un DJ réunionnais, qui est le producteur derrière PLL, qui a fait Maya l'abeille et autres tubes de l'été ou l'été d'avant, qui est un mec charmé, qui fait tout un son qui est génial, et qu'on a envie, nous, de développer sur le continent et plus largement en Europe, quoi. Et donc voilà, là il y a des vraies démarches d'aller chercher, d'aller signer ce qu'on a envie et de les développer. Et Chinese Man Records, le canal historique, reste quelque chose qui est difficile d'introduire. Il n'y a que ASM qui arrive. Ah, ils sont trop forts. Ben ouais. Une question qui me taraude aussi. Tu nous as parlé donc de label classique, tu nous as parlé de tour manager, donc il y a une branche de... En gros, production phonographique, production de spectacle, tourneur, du coup. Est-ce qu'il y a de l'édition ? Et l'édition, donc alors l'édition, elle est sur une boîte parallèle pour une simple raison, c'est qu'on a été associatif pendant 15 ans et tu peux pas être éditeur en tant qu'asso à la SACEM.
Donc j'ai créé une boîte à côté qui était... c'est comme toi, c'est quand même, ça reste c'est les mêmes gens. C'est exactement les mêmes gens, sauf qu'il fallait qu'il y ait une société commerciale. C'est une SAS. Voilà, c'est une SARL de base, mais il fallait qu'il y ait une... Alors qu'on était associatif depuis, on est devenu une SCOP en Chinese Man Records, donc une SARL coopérative. Donc en fait, on aurait pu tout faire dans la même, mais... Bon voilà, j'ai plein de choses dans mes listes. Historiquement, voilà, c'est passé comme ça. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais par contre, on considère que c'est un 360 et qu'effectivement, quand on produit, on a envie de développer un artiste, les éditions sont toujours dans la proposition pour des simples raisons de logique 360 qui permet de se dire on va faire du live, de la prod phono, des éditions. Ça marchera peut-être là ou nulle part, mais en tout cas, on multiplie les opportunités qu'on puisse rentabiliser un projet, ce qui est globalement pas toujours le cas, hein, on va pas se le cacher, on rentabilise peu de projets, hein, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et du coup, les éditions sont forcément là, parce que parfois tu vas faire une synchro, mettre de la musique sur une pub, un jeu vidéo, un film, 10 ans après la sortie du morceau. Donc c'est potentiellement 10 ans après que tu vas te prendre 10 000 € qui va rentabiliser un album qui en a coûté 15 et subventionnellement parlant tu en as récupéré 5 et donc tu arrives à ton point mort avec les quelques ventes que tu as fait mais qui t'a permis de faire une tournée, qui a permis de faire vivre des gens et ainsi de suite, quoi. Donc, bien sûr, c'est du long terme. C'est du long terme, mais c'est du long terme. Oui, très clairement, on fait pas des one shot normalement. Ouais. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions? Personne n'a posé de questions depuis le début. Je suis sûr que vous avez des choses à demander à Fred. Non? Vous êtes en ligne, Malo? Des questions? Ah, il y a une question. Moi j'ai une question. Je voulais savoir pourquoi Chinese Man? Il vient d'où ce nom en fait, quoi? C'est une question éternelle. Tu aurais dû chercher sur internet. Non, j'ai pas cherché en fait parce que je suis un branleur, mais je suis curieux de savoir. Je vais le faire simplement et je vais donner la vraie raison parce que normalement c'était promis qu'il fallait jamais donner la bonne réponse, toujours inventer quelque chose. Non, la vraie raison vient donc c'est le premier morceau qu'ils ont fait ensemble et il y a une voix dedans qui dit Chinese Man, qui vient d'un film très connu, dit par un acteur très connu que je ne peux pas citer pour des raisons de non-clearance. Et qui dit Chinese Man. Et donc c'est ce sample-là qui était là. Et à un moment, il a fallu trouver un nom. Et il y a eu d'autres options, mais c'est celle-là qui est restée. Parce qu'il fallait, ça vient, alors je ne sais plus si c'est un mythe ou pas, parce que c'est il y a trop longtemps. Mais je crois que c'est au moment de l'envoi du premier vinyle où il faut bien mettre un nom au moment où tu l'envoies. Et donc ça a été le morceau qui est un des morceaux qui est dans le premier vinyle. Et donc ça a été ce sample qui a créé le nom. Et après, pour répondre à la suite de ta question, c'est qu'évidemment derrière, il y a toute une imagerie qui s'est créée. Pas pour rien, hein, c'est que toute l'imagerie asiatique, entre guillemets, parce que c'est très compliqué en 2025 de dire des grandes généralités comme ça, mais en tout cas à l'époque, c'est comme ça que ça se fait, de façon très naturelle et sans aucun... c'est que oui, ça a fait kiffer, et qu'il y a plein de choses à en faire et que c'est ce qui se crée derrière. Aujourd'hui. Je me trompe, j'ai entendu une rumeur, je ne suis même pas sûr où c'est que je l'ai entendu, mais ne sont-ils pas partis justement en Asie récemment pour s'inspirer pour un des albums? Pas récemment, par contre, effectivement, on est allé vite sur. En fait, tous les premiers albums, ont toujours été basés sur un voyage. Donc, il y a eu l'Asie, mais il y a eu l'Amérique du Sud. Oui, je vois que vous avez fait beaucoup de tournées là-bas. Vous êtes bien reçu là-bas? Complètement. C'est où la plus grosse fanbase à part la France? Alors si tu fais sur les proportions du streaming, ça serait l'Allemagne. Le deuxième, mais en gros après c'est les États-Unis, mais rapport à la population, si tu le rapportes à la population, c'est l'Allemagne le deuxième pays, mais comme beaucoup de groupes français en fait, après toute la partie francophone mondiale a été, donc c'est-à-dire Belgique, Canada, enfin Québec, tout ça et tout. C'est comme la France. Je suis pas sûr que Germanic Man ça aura aussi bien marché que Chinese Man. Ouais. Ça fait moins exotique rêver. Enfin, je sais pas. Écoute, mais l'Amérique du Sud, quand même, il y a un spot. Vous avez fait plein de tournées là-bas. C'est vrai qu'on est bien en Amérique du Sud, évidemment. On a fait plein de tournées avec Chinese Man, mais aussi avec tous les autres artistes, parce que effectivement, au bout d'un moment, donc évidemment, Chinese Man étant très, le groupe locomotive et l'image locomotive du label, on parle souvent de Chinese Man, mais derrière, en fait, il y a beaucoup de groupes. Et notamment des groupes qui ont fait des tournées en Amérique du Sud, même plus grosses que Chinese Man en a fait.
qui eux étaient plus, je pense à Barra Frequentia, qui eux, leur univers ils sont français Ils sont complètement marseillais. D'accord. Ouais. Ils ont un nom très, très mexicain, très marseillais, Sud, mais avec des... Tu pars en tournée à chaque fois avec tout le monde, toi ou... Oh non, mais non, sinon qu'est-ce que je ferais, moi? Non, c'est fini. Oui. Non. Mais au début, si tu veux, pour revenir à l'historique de ce que tu disais, les premiers albums ont toujours été... c'était même quasiment une obligation qu'il y ait un voyage avant, en fait. Pour nourrir la création en fait, hein. Et donc ils sont parfois basés sur des samples trouvés là-bas et parfois pas du tout, voilà, mais en tout cas limite le projet a été créé pour voyager au début. On sent de toute manière le voyage dans la musique de Chinese Man. Il y a des paysages sonores très forts. Ouais, et notamment les samples, parce qu'on parle de samples, mais donc c'est des samples qui viennent pas d'Amérique du Sud ou d'Asie ou de Chinese Man et une autre, c'est juste un nom posé là-dessus, mais je veux dire, il y a des samples qui viennent vraiment du monde entier. Et oui, c'est absolument sans limite. C'était un peu l'idée, quoi. Hein. Enfin, on le sent. En tout cas, merci pour ta transparence. Depuis une petite heure, tu nous as livré. C'est vrai qu'il y a un peu de mystère qui entoure Chinese Man quand même. Hein. Vous regardez, tu l'as dit tout à l'heure, il ne se montre pas trop. Il y a cette iconographie, il y a tout cet artwork qui évoque énormément de choses. Mais c'est vrai que c'est aussi varié. Comme univers, et on a du mal à mettre le doigt dessus, donc c'est gentil. Mais aujourd'hui, ils ont quand même décidé aujourd'hui de se montrer. Hein. Fais-nous voir. Je vais pas te montrer les photos promo, quoi, mais si, il y a eu une vraie logique, en tout cas, à se dire que, c'est des évolutions, quoi. C'est plus, tu vois, regarde là, ils sont en photo ici, on les voit, c'est leur tête. Ils sont pas chinois. Le mythe s'effondre. Du coup, non, il y a eu pendant longtemps cette idée de mettre la musique en avant, et ça ne veut pas dire qu'ils veulent plus la mettre en avant, mais je veux dire à un moment à se dire aussi, on arrête aussi de se cacher derrière quelque chose. Enfin, il n'y avait pas une volonté de mettre des masques et ainsi de suite. Hein, donc voilà. Bref, ça a évolué et ça évolue et on accepte les évolutions et on les embrasse. On a plein de questions sur Internet, c'est super. C'est quoi l'investissement? Alors, Hugo Brun, salut Hugo. C'est quoi l'investissement personnel? Quel investissement personnel ça demande de créer un label? C'est quoi les raisons profondes qui, toi, te motivent encore aujourd'hui à le faire? Alors, redis la première question. J'ai oublié déjà la première. La deuxième était plus punchy, c'est pour ça. Quel investissement personnel ça demande de créer un label? Ouais, ok. Alors, Your life. C'est complètement ça. Et je pourrais aller dans plein de sujets là-dedans. Et effectivement, c'est pas un métier, hein, c'est une vie. Donc après c'est des choix, quoi, mais comme il y a plein de gens en dehors de la musique qui vont le penser pareil, quoi. Moi j'ai jamais fait des études pour faire un label de musique, hein. Donc c'est la vie qui a fait que ça se passe comme ça. Et après par contre c'est une passion et c'est une envie. On a réussi à le. Attends, je vais essayer de te relire la phrase que j'ai trouvée tout à l'heure. On a réussi à le. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pense que ce qu'on fait, c'est créer et accompagner des projets artistiques multiformes, originaux et de qualité, en assurant leur production, leur diffusion, leur promotion de façon libre et indépendante. Donc, tu vois, on a réussi à mettre des mots dessus. C'est-à-dire, c'est ça l'envie, en fait. C'est pas faire des albums pour faire des albums, pas faire des tournées pour faire des tournées, c'est pas faire tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est en fait pour créer des projets. Et avec cette phrase, tu réponds totalement à la deuxième question, qui était c'est quoi les raisons profondes qui te motivent encore à le faire? C'est ce que je viens de répondre effectivement, et c'est surtout ce qui va arriver après qu'on ne sait pas encore, puisqu'en fait on a la chance de pouvoir inventer tout ce qu'on veut, puisqu'on est indépendant, donc on ne doit rien à personne, donc on a le droit d'imaginer tout ce qu'on veut derrière, en fait. C'est ça qui est génial. Question de Émilie qui nous regarde. Salut Émilie. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes artistes qui cherchent à signer sur un label ou à créer leur propre label? De créer leur propre label. Non, signer, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, moi je dirais il faut. J'en sais rien, mais en gros, s'il faut. Alors ça dépend si c'est des gens qui font pas du live. Je pense que ça passe quand même beaucoup par le contact, par le contact avec les gens. Donc après c'est difficile si tu fais un titre chez toi en production en MAO comme on dit ou disait. MAO c'est Tong du coup parce que Chinese Man.
On n'a plus le droit à ça. C'est absolument interdit, ce genre de blague. Ça va. Donc du coup, si tu fais ça, tu les mets sur TuneCore, ça va être très compliqué de faire quelque chose. Donc si tu n'arrives pas à créer un lien qui soit avec les gens autour de toi, qui soit par le live et ainsi de suite, voilà. Signé, je ne saurais pas te dire, enfin on reçoit des choses, en gros, j'écoute toujours des trucs, après c'est très dur de se dire... De se projeter pour toi. Ouais. Peut-être si tu entends quelque chose qui te plaît, peut-être t'as l'occasion. Mais ça a déjà fait, donc quand peut-être aller les voir sur scène, justement. Bien sûr, ouais, complètement. Après, mais pour toi, c'est indissociable, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un acte derrière. J'aurais du mal à te dire que sans le contact réel, enfin le contact direct avec un public, voilà. Après, je dis ça, c'est peut-être parce qu'on m'a jamais envoyé. Je trouve ça chouette. Que James Blake m'a jamais rien envoyé avant de les sortir. On voit pas souvent cette réponse et je pense que tu as raison, elle est indissociable. Il ne s'agit pas que de faire de la musique derrière son ordinateur et de l'envoyer à des labels. Il faut aussi se développer sur scène. Il faut. En fait, il faut créer un lien affectif d'une façon ou d'une autre, mais donc il peut être avec tes proches, mais en fait ça part de quelque chose. Ou des vidéos, peut-être créer un truc derrière. Voilà, avec les réseaux sociaux en font totalement partie, même si ça peut être vu comme un truc horrible, mais je veux dire de créer un lien avec des gens parce que tu leur parles en direct, ça crée quelque chose en fait. Et c'est ça que l'IA a priori jusqu'à maintenant n'arrive pas à faire. On a une question dans la salle, Fred. Tu nous as fait tout un bon résumé et tu as commencé à parler d'un pseudo-échec quand il y a le Covid qui est arrivé. Mais jusqu'à là, on dirait que tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté ou parce qu'on dirait que c'est j'ai compris ta question. Alors, c'est parce que j'ai été trop plein de bonnes vibes, mais alors non, c'est depuis le début, c'est compliqué et c'est toujours compliqué. Mais vraiment. Donc le Covid a été un moment compliqué. C'est pas forcément le pire. Je dirais pas des échecs. Je vais enfoncer toutes les portes que vous m'ouvrez devant moi. C'est à chaque fois des expériences. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Mais après, il y a des difficultés avec des artistes, il y a des difficultés avec les gens avec qui on bosse. On s'est créé entre humains et avec des gens très proches. C'est un côté magnifique, mais c'est un côté extrêmement dur quand ça se passe pas bien. C'est arrivé des dizaines de fois, enfin non, des X fois. Ça se passe parfois pas bien avec un artiste, pas bien avec un partenaire. Il y a plein de... Moi, de toute façon, mon rôle principal, c'est de gérer toutes les emmerdes. Donc autant te dire que j'en connais plein, mais la balance est éternelle. Il faut toujours se la poser quand tu te lèves le matin. Mais ma balance est toujours sur le positif quand même. Ça dépend, hein, parfois non. La majorité du temps, oui. Mais non, du coup, ça n'a pas du tout été linéaire. Eh ben, on s'est pas du tout embêté, Fred. Eh ben, c'est super. C'était quand même super intéressant. Clément, on peut avoir un petit peu de lumière? Du coup, merci d'avoir été aussi transparent. Avec plaisir. Et d'avoir livré un peu les secrets derrière le label. Félicitations pour merci. Avoir créé, toi et les copains, d'avoir créé quelque chose d'aussi énorme. Musicalement, artistiquement, en niveau artwork, et aussi tout ce qu'on a dit, tout le mystère aussi, enfin comment vous avez géré aussi l'image totalement des artistes avec vous, et puis le fait d'avoir aussi mis autant de MC sur scène, ça ne devait pas être facile tous les jours. Félicitations pour tout ce que vous avez fait, et puis bravo à FP qui fait maintenant pratiquement intégralement partie des MC de maison du groupe, de la famille. De la famille totalement. Merci encore à Fred Maigne, messieurs, dames. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Et du coup, on va faire une petite pause d'une demi-heure. Donc, allez tous au bar, vous ravitailler. Dans une petite demi-heure, on reçoit Paul Waller. Donc, comme je vous l'ai déjà annoncé, Paul est programmateur, mixeur et ingénieur du son. Il a programmé pour Björk, Massive Attack, Elton John, B.B. King,
La liste n'en finit plus, elle est longue comme le bras. Paul est un vieil ami personnel que j'ai ramené d'Angleterre ce soir. Donc c'est un peu émotionnel pour moi, on se connaît depuis plus de 20 ans et je suis très, très heureux de vous le présenter. Vous allez voir, c'est un grand monsieur. Il va vraiment vous montrer des techniques que vous allez pouvoir vous-même mettre en place dès demain sur votre propre musique pour gérer vos drums. Donc on va passer en revue pas mal de choses. Accrochez vos ceintures, hein. J'ai pas choisi Paul par hasard. J'en connais beaucoup, des formateurs, des ingénieurs, mais des mecs qui va vous montrer, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas pour rien que je l'ai fait venir. Les premières fois que je l'ai vu montrer des choses à des étudiants, j'ai absolument halluciné ce qu'il montre aux gens. Donc accrochez vos ceintures. On se voit dans une petite demi-heure. Si vous êtes en ligne, ne bougez pas. À tout à l'heure. Merci. Et rebonsoir et re-bienvenue dans le Maug du 13 novembre 2025. Faites du bruit! Vous savez que c'est mon moment préféré de toute la soirée. Hein. 2 fois, j'ai le droit de faire faites du bruit comme si j'étais une rockstar. Messieurs, dames, Paul, voilà! Thank you. Donc, je vais faire les traductions. Déjà, je trouve pas mes mots pour dire traduction. Ça on est bien barré. Voilà, je vais essayer de faire les traductions avec toi, Paul. I'm going to translate everything we say tonight. On va bien sûr être très technique avec Paul. Je vous ai présenté tout à l'heure, Paul, en termes de technicité. So we've known each other for 23. Let's call it 24 years. 24 years. So I'm going to tell a little story. Quand je suis arrivé dans les studios à Londres, la première fois que j'ai travaillé dans les studios. Oh shit. I'm not going to go all the way. Okay. J'ai une partie de l'histoire. Et ben Paul était là. Paul était là le premier jour où j'ai commencé, j'étais bien sûr très impressionné, il y avait beaucoup de gens très connus, mais Paul, il avait le plus gros studio de tous les studios. C'est lui qui avait le gros truc, quoi. Et puis, on m'a vite expliqué ce Analog. Yeah, beaucoup de choses, de machines analogues. Et donc, j'étais très impressionné, bien sûr. Et on est vite devenus très amis parce que vous allez voir, c'est un homme absolument adorable. Et on s'est perdu de vue pendant 10 ans et on s'est retrouvé quand il est devenu prof à l'école où je bossais en Angleterre. C'était lui le big boss du dernier level de tous les cours qu'on donnait. Et pas étonnant parce que Paul a une carrière florissante. You've had an amazing career. It's not finished, but you. Yeah, thank you. Most of it is probably behind you now. It's true. Working with B.B. King, to be honest, maybe some of you have, maybe some of you haven't heard of B.B. King. But to work with Tout le monde connaît B.B. King. Man, to work with B.B. King, I can assure you all, he is the most beautiful human being I ever met in my whole music career. So that was the payback for me, working with B.B. King. But yeah, I worked with him. Ça, c'était en Angleterre ou I worked with him in LA, man. And in London, yeah. Okay, you traveled a lot with your job, didn't you? Because yesterday we had a little chat over the dinner, and you did say that you've been quite a few times back and forth to America. Obviously, America is the next, after England, the next big engineering place, isn't it? Arguably, it's the other way around. Okay, yeah, of course, yeah. So America is the biggest in England. LA is the center of the universe, really, for mixing. Yeah, but yeah. Big rooms over there. Man, I got lucky, man. I used all the really, really good rooms in LA. So your career started very early. I guess you were a drummer. I was a drummer in a pop band in the 1980s. Okay. You know, kind of cool way to start, actually. Very cool way to start. And from drumming, I'm sure everybody understands that, from drumming. Batteria. One day somebody broke a drum machine, and you had to learn it in one night in order to replace your drumming. Yeah. And that's how you started your career as a programmer. Absolutely. I didn't know exactly that, but yesterday you told me. Donc c'est parce qu'il était batteur et il allait dans des sessions et un jour ils ont voulu mettre une drum machine à sa place. Donc il a pris la drum machine à la maison, il l'a appris dans une nuit, il a programmé le beat pour le morceau et il est revenu le lendemain avec la drum machine et il était devenu un programmeur, c'était plus un drummer et du coup il a fait une carrière comme programmeur pour Björk et Massive Attack et des gens comme ça parce qu'à l'époque, I'm telling in French, at the time not many people knew how to properly program a drum machine. You had to be a drummer you had to be a drummer to know exactly how to program a fucking drum machine, otherwise it sounds... What year? 1984. 1984, where it started. Yeah. Okay, and we could go on for about 2 hours just talking about his career and
all the stories he got to tell because he's not shy. Donc il adore parler de toutes les aventures qu'il a eues dans les studios. C'est pas un problème. On pourrait parler de ça pendant des heures. Et vous le ferez peut-être avec lui après. Vous êtes bien sûr welcome. But we're here to learn shit. Yeah, man. Yeah. So we're gonna learn shit about drums, aren't we? Shit about drums, baby. Right. Yeah, let's go do on, it. look, go on, do it, man. Messieurs, dames, Paul Waller. Thank you. You're too kind. First of all, I have to apologize to you guys for two things, okay, right? One, I am one of those fucking English guys who never fucking learnt French, okay? I'm so fucking sorry about that, okay? All right? The other fucking thing, I will stop swearing. The other thing I have to apologize to you guys for is that, look, I don't use Ableton, I use Logic. Oh, fucking hell, man. So please, what I will tell you, though, is that all the techniques I'm going to show you guys tonight are nothing to do with Logic. They're nothing to do with Ableton, I assure you, right? They, in fact, the techniques I show you tonight, you can do on an analog board with analog outboard. Oh, yeah, I assure you. So there's the good news, I guess, yeah? Okay? Donc c'est pas très important ce que vous utilisez Logic ou Ableton, bien sûr, vous avez tous compris. Ce qu'il va vous montrer ce soir est universel et transférable, même sur des machines analogiques, bien sûr. Mm-hmm. So, okay, I'm going to address you all as what you are, I know you are, which is sonic sculptors. You are sonic sculptors. And you are also architects, okay? What the fuck do I mean by that? Okay, so when you make a piece of music, you start with ground zero. Nothing. Nada. Nothing, okay? And what you do is you build an elaborate structure. Yeah? You do, don't you, right? Yeah? I hope you do. Otherwise, that's really minimalist music, right? Okay, let me sit down. So this is the deal. Now, if you look at this diagram over here, diagram number one, no, it's diagram number one and only diagram. But look, this is an anatomy of a mix, okay? Now, the main thing I do these days is mix. So that is, can anybody tell me what they think that is an anatomy of? Well, it's an anatomy of a whole mix, every single instrument in a mix. And you notice that, can you see where it says kick? Yeah. The kick is 4 dBs louder than the guitar, okay? Now that's a very normal mix you're looking at there, okay? And I will say to you all, get an analyzer out on one of your tunes, when you're in the mix with it, even when you're not in the mix on it, and you just get an analyzer out and put it on the stereo bus, and take a look at it, and you will see that is the anatomy of an average piece of music, any piece of music, right? So, what am I getting at here? Okay, tout le monde a bien compris que si vous mettez un analyseur comme celui-ci sur votre mix, quel qu'il soit, s'il est bien fichu, vous remarquerez que le kick est toujours l'élément le plus fort du mix. Yeah, so, really, we look at frequencies when we produce music. We look at them the wrong way, because we have the low frequencies on the left of a diagram and we have the high frequencies on the right. But sonically, the low frequencies are down and the high frequencies are up, right? So if you were to tip that around on its side, you would see that the bass and the kick are indeed the foundations of a structure, okay? And this is the thing. Now, before I get further... Il disait qu'on malheureusement, c'est à l'envers, ce truc, parce que si on pouvait l'inverser, on verrait que la basse et le kick sont vraiment la fondation de la structure, de la pyramide du mix. Là, on a l'impression que c'est l'inverse, on a l'impression qu'ils sont plus en haut de la pyramide, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il me dit, non, en fait, c'est l'inverse. Ils sont en bas de la pyramide. Mm-hmm. Mm-hmm. So, okay, look, what I'm going to do now is I'm going to teach you some techniques. Now, I'm going to ask you some questions, and at least ask yourself these questions, okay? So, most people who don't have my experience come to me with a problem, which is they tell me that they struggle with having enough clarity for their kick drum
in their mixes. Okay. Donc, la plupart des gens qui n'ont pas d'expérience viennent le voir en lui disant qu'ils ont un problème sur la clarité de leur kick drum, de leur drum, de leur grosse caisse, n'est-ce pas? So I never have that problem, but hey, that's easy for me to say because I'm really experienced, okay? So here's the deal, right? I'll tell you one thing first, which is that in that frequency range where you saw the kick there, if you have done high-pass filters on everything in your mix except the bass and the kick, then everything from 100 hertz down is basically, well, 200. Let's be fair. 120 hertz, basically. Everything from there downwards, there are only two things there in your mix, right? There's only a kick drum and a bass there, okay? Now, here's what the mistake that most people make, and I blame this on music production academies of the 90s and 2000s. Yeah, it's their fault. You know this. Okay, so bottom line is, young producers were taught to sidechain the bass from the kick. You know all this technique? You all know that? Yeah, you all know this. Of course you. Now, I'm going to tell you that in the old days, that was desperate measures if you did that. I'm telling you, that was desperate measures. You don't have to do that. You really don't. You don't need to compromise the bass for the sake of the kick. You do not have to do that. And I'll show you how you can get the kick punching through your mix clearly without doing that, okay? Yeah. Okay, cool. Donc, Paul disait que si vous mettiez un low-pass filter sur tous les éléments de votre mix, à part le kick et la basse, il restera normalement dans les basses en dessous de 120 Hz, normalement que le kick et la basse. Il n'y a que ça qui doit rester là normalement. Et au lieu d'utiliser un sidechain entre le kick et la basse pour essayer de faire apparaître le kick à travers la basse, si vous avez besoin de faire ça, c'est vraiment désespéré. Vous auriez normalement pu faire autre chose avant, c'est ce qu'il va nous montrer. Cool. Okay, so here's the deal. Think about the anatomy of a kick drum. Okay, the anatomy of a kick drum, you actually have 3 constituent parts. Okay, 3 components to every single kick drum. Okay, and what you have are the transient, not the punch. Le transitoire. Great guess. Transient. As if it was a real kick drum, the beater hits the drum head, and it's actually more of a click. Okay. In fact, it is a click. With drum machines, if we look at 808, we look at 909, we look at drum machines, the transient is actually a click, a synthesizer generated click. Okay, so that's one part of your kick. The next part of your kick is the body, the punch, the thump. Yeah, boom. Yeah, or doom, or boom. Yeah, okay. So that I'm calling the body of your kick drum, okay? So we have our transient, we have our body, and there's only one other element, guys, and that is sub, okay? Low shit, okay? So I guarantee you guys that's the deal, all right? So when you go for, all right, here's a little thing to add to this, right? You might want a distorted or at least saturated kick drum, right? If you want that, don't do that. Don't hardwire that into the kick sound, because all you have to do is add some saturation after. That's easy. Add saturation, distortion. Add that after you've made your kick drum sound. Yeah? Okay. Cool. Donc, il y a 3 éléments pour un kick drum, n'est-ce pas? Le transient, le click, la partie aiguë, le thump, c'est-à-dire le corps qui vous tape plutôt vers le torse, et la sub qui vous tape plutôt vers les boyaux. Et ces trois éléments sont constitutifs de n'importe quel kick. Si vous voulez distordre ou saturer votre kick, faites-le après avoir assemblé les 3 éléments. Ne le faites pas avant d'avoir constitué un kick que vous aimez sans l'avoir distordu. Whoop, let's get rid of that. There's a kick drum, okay? Not the best kick drum you've ever heard, and not the best BPM you've ever heard. Let's just make that, 126. That's still really slow for modern music, but come on, we're making a kick drum here, so here you go.
Okay? It's not the best, not the worst kick drum you've ever heard. But the important thing is that, once again, okay, look, I did tell you, this is not Logic specific, this is universal. What I've done here, for instance, I have used battery by Native Instruments. You do not need to use battery by Native Instruments to achieve what I'm going to show you here, okay? So, in fact, Ableton drum racks. You can do that you can do this in Ableton drum racks absolutely fine. You can do it in anything that is designed for you to make drum kits and create drum kits with, okay? So let's show you what I'm doing here, okay? And everything will become pretty clear to you. So first things first, let's look inside battery. Now, what you can see here is I have rows A, B, C, D, E, and F. Shall I zoom that for you a bit? Okay? We have rows A, B, C, D, and F, and each one has 12 cells. That means each of these rows is 1 octave. Yeah? The top row they're all bodies, okay? They're not the transient click, they're not the sub, they are bodies. The next row after that are clicks. Okay. The row after that, surprise, surprise, are really, really low. Yeah, we love the sub in the blackout, really. It's lovely. You can only, you can hear that one nicely. Yeah? That's sub. That's super low frequency. See, the low end of a real kick drum, a real bass drum on a real drum kit, is around about 40, pretty damn definitely 40 hertz. That's why we have sub in a kick drum, because the kick drum is the only instrument in your mix that is occupying that 40 hertz region. Yeah? Ouais, vous avez tous compris? Okay, cool. Oui, quand tu as un sound system, c'est intéressant. Oui. Pas le cas ici, mais. I have some great news for you guys. Some really cool news. These samples that I'm using here, yeah, I have made available for you all, free, via the beautiful Freddie and the beautiful Fastlane. Oui, vous pouvez aller télécharger tous les samples qu'il utilise et les plugins qu'il va utiliser ce soir sur notre site. Ils sont déjà prêts sur la page du Maug. Yeah! I'll drink to that. Non-alcoholic beer, by the way. Because this is the deal, right? I don't want to come here and show you some great sounds and some great plugins and shit, and you walk away and you can't do it for yourself, because I would feel like a cheat, you know? So what I've done is, even when you see me use expensive plugins here, I have given you some excellent, truly excellent free plugins that will do all the stuff that I'm showing you to do here. So as you're an Ableton group, I'm guessing that you're going to use Ableton drum racks, right? Yeah. Why not? Or maybe not. Maybe not. But anyway, we might leave this room thinking Logic's better. Just hey, yeah. How much? It's all right. I've given you a T-shirt already. Here it is, right? I really like Ableton. That's the truth. I really like Ableton. The thing is, I come from a generation, believe it or not, before Ableton. Logic has been around for a long, long, long time. So this is my comfort zone, and Ableton is your comfort zone. You know, that's the deal. That's the deal. And I recommend everybody get out your comfort zone. It's a good thing. It's a good thing to get out of your comfort zone and use something different. But for tonight, I need to be able to, do some groovy stuff for you guys. Control. Yeah, I forgot the two fingers. So, okay, look, here's the deal. So, why have I done octaves of each component? We then go on to the next row, D, which is more subs. Whew. Yeah? We go into row E, which is even more. These are actually tails. So if you want to add a tail to your kick drum, I've given you some tails for your kick drums. And then lastly, I've got some 808s, which make great bodies for kicks. Okay.
And the reason that I've done them an octave apart is this, okay? When I am making my kick, I will want them to be an octave apart. So I know that octave 2 is clicks. No, it's subs then, is it? 1 second. Everything sounds like... There's a body for sure. Hang on, I think I just turned the click way down earlier. So let's just turn the velocity of that up. Yeah. There's your click, okay? So do ask me, because I want you to walk away with this firmly in your mind. It's like, yeah, I get it. So I've put them whole octaves apart. So that if I want to change the click sound, I know that it won't be on C3 because that's the beginning of the next type of sound. I know that it will be within an octave range, so it will be somewhere between C1 and C2. So therefore, between C2 and C3, sorry, I can then audition the clicks. And I go to the next octaves down, and I'm in a different type of sound. This is just so that I don't get really confused when I'm making a kick drum. Makes sense, right? I don't know if you want to say anything to that, Fred. Totally. Ils ont mis une octave à part pour pouvoir justement se balader entre les différentes textures et les mélanger confortablement, sans se tromper. Mm-hmm. Cool. So here you go. Look, here's my kick drum. What I've done is I've used the 3 component parts that I talked to you about. I've used the click for the transient. I've used the body for the character. And I've used the sub for that low thump. Here's the great thing. This is the most important reason I've done this. Is that when, say you've started with your drums are sounding great. You had a bass line. The kick drum's getting a little teensy bit lost, but then you add some synth parts and you add your vocal and you add whatever you're going to add, a bunch of stuff, and then suddenly you're like, right, let's mix this down, and you start tweaking, and you get to that point where you're like, fuck, I'm losing the kick drum, and you mustn't lose the kick drum. In fact, how many of you, for instance, make EDM, electronic dance music? Like, nobody? Est-ce que qui a fait de Cool. You don't have to. Yeah, cool. I mean, the thing is, in modern music, especially EDM, in modern music, the kick drum is like critical. You have to not just have a loud kick drum. The kick drum is the loudest thing in the mix. Are we agreed? Yeah. Or maybe you just didn't think of that, but the kick drum is. Il faut jamais perdre le kick drum en EDM, non? And if you want me to remind you, there's the evidence, okay? There's the kick drum, clearly 4 dBs louder than the guitars and synths and vocals and stuff, and it's even 10 dBs louder than the bass, and that is an average piece of music. So I am right. The kick drum is the loudest thing in the mix, okay? So always know that as well. It's a very, and I'm going to tell you something more about that. So what I'm saying to you here is, what you can now do is you can play your kick drum, and at any time in your mix, you can modify your kick drum. You can go, okay, hang on a minute, I know, I think I want more body in this. So you select your body, and you just turn it up. Whoops. Something's not going right. I can't hear the difference. Yeah, so, I had 2 clicks. What a fool. There you go. Now let's do that again. Oh, I know what the hell I did wrong. Yeah, sorry guys. Yeah, I'm going to come in here and find it. There's my low. My limiter is turning on. That's the reason why you don't have. Is that what's happening? Right, thank you. All right, so look, I can go in here. Bottom line is, I actually want to hear all 3, but I want to be able to turn things up and down. You heard me, for instance, make the click louder. Let's make the click quieter. Okay. Turn the click up. Okay.
The sound system in here is a bit weird, so stick with me. It's not the best, but it's not bad. So yeah, okay. So, any questions, Freddie? Do you want to ask me any questions for the good people, or do anybody in the audience want to ask me? On a compris que voilà, grâce à la séparation des trois éléments, on a le contrôle sur voilà, le corps, la sub ou le clic quoi, séparément, c'est important. Voilà. Est-ce que the question I've got is, est-ce que would you tune them? Absolutely. Yeah, you can tune them. You know, you're going to do the tuning within. If you're using Ableton Drum Racks, you're going to do the tune. Look, I can tune in here. On va accorder les trois couches, n'est-ce pas? Let me do this for you. There's to tune it in battery. This is where we tune. You just click on a drum pad that you want to tune, and you tune it here. And tuning is actually really important. That's a great question because tuning is really important. Often, if you're having issues between the kick and the bass, retuning the kick drum can be a really great way to solve the issue. Yeah. Si ton kick disparaît à cause de ta basse, enfin si tu as un problème de compatibilité, c'est vrai que réaccorder le kick peut complètement gérer le problème. Yeah. Just to ask the question so you can explain it. When you're tuning the kick drum, are you tuning it to the fundamental of the scale of the track, or where do you look to tune your kick? Okay, I don't tune to the fundamental of the track. I really don't. Drums, okay, this is, okay, a lot of people say you must tune your kick drum and your drums even to the root note of a piece of music. Drums are not tuned instruments, okay? There are tuned percussion instruments. Drums are not amongst them. Okay? What you're doing is, okay, another great question, right? Because what you're doing is low frequencies are long, slow frequencies, and they can really mess with each other. So what you're doing is, what I'm doing is getting it to a tuning that is not causing phase issues with either the other kick samples or more importantly, with the bass. Okay, so I'm tuning it to get it into a frequency area where it will not create phase issues. When you hear those issues and you retune it to correct those phase issues, and the phase issues that kicks and basses cause are actually cancellation. Okay, what you're getting is areas of the kick and the bass are actually occupying the exact same frequency range. Therefore, they're nulling each other in certain frequency areas. So, la question de Adam était bien sûr, est-ce que tu, vu qu'on parlait d'accorder les différentes couches du kick, c'est vrai que Paul a dit oui, il faut accorder les différentes couches du kick, ça c'est important. Mais la question que Adam a posée, c'est où est-ce que tu accordes le kick en général? Est-ce que tu l'accordes sur la fondamentale, sur la clé du morceau? Et Paul, sa réponse était non, je n'accorde pas le kick sur la clé du morceau. Il dit que les drums, c'est-à-dire la batterie, n'est pas un instrument que l'on va accorder. Les percussions, oui, mais pas le drum kit, pas la batterie. Lui, ce qu'il cherche dans son accordage de kick, c'est surtout à ne pas créer de l'annulation de phase entre son kick et sa basse. Ça, c'est hyper important. Donc, il ne cherche pas forcément à accorder le kick dans la fondamentale ou la clé du morceau, mais surtout, il cherche à éviter les annulations de phase qu'il peut y avoir entre les différents instruments qui feraient perdre complètement l'énergie des instruments. Your turn, go on, mate. I'm going to add more to that, okay? There are modern producers and there are modern teachers who tell you and who tune their drums, or think they're tuning their drums, to the key of the piece of music. What that often does is actually make the drums sound awful. You know, drums are not tuned instruments. If you tune them to a key and that's what to you is important, you're kind of ignoring the fact that we actually want this to sound like a fucking great kick drum, and you might, and what I hear, I can often hear that people have tuned their drums to the piece of music because the drums sound a bit, so, go for it and do it. I mean, you do what you're going to do. At the end of the day, there are no rules, yeah? But drums are not tuned instruments. We just want a kick drum to sit in the right frequency range in the track, be doing all the right things, sound like $1 million, and we want it to work harmoniously with the bass.
I think we're going to cut that into an Instagrammable piece, what you just said. Cool. Yeah, I think it's quite important because ce que Paul vient de dire, c'est que on va souvent apprendre aux gens à accorder leur batterie. En faisant ça, les gens ignorent la puissance et la puissance d'une batterie en fin de compte. On peut entendre qu'un drum kit a été accordé parce qu'il perd toute son authenticité. Il perd toute sa puissance en fait. Donc il faut complètement ignorer cette histoire d'accordage et plutôt se focaliser sur la puissance naturelle que peut avoir un drum kit quand il sonne bien en fait, hein, sans se préoccuper de ce qui est autour de lui. Okay, cool. So look, this is just the start of getting a great kick drum though, okay? But can you all see, I believe you can see, that at any change as my mix evolves, I can go in and tweak that kick drum in a way that I could not tweak just a single kick sample. Grâce aux différentes couches, pendant que le mix évolue et qu'il rajoute différents sons et qu'il commence à perdre son kick dans le mix, il peut facilement rajouter du corps ou rajouter du click pour ne pas perdre le mix et le garder bien en devant de son mix. Let me prove that to you, okay? There's a very expensive drum plugin available, and I've just shown you a way to do what this plugin does, and I've just shown you how to do it for free, guys. Yay! So here's a very expensive plugin. That's actually a brilliant plugin. It's this, and it's called Kick by Sonic Academy, which is part of Slate. All right, and this is a brilliant plugin, but what it does is exactly what I just did. Okay, it splits the click into a transient click, a body, and a sub. I'm not going to hang around with this because I'm not trying to sell you this plugin. In fact, I'm trying to say don't buy this plugin. Okay, you don't need to buy that plugin, but just to show you that this is not some weird idea that I've come up with. It's common knowledge amongst shall we say experts, people who will go into business to make plugins to sell you and have to make a great plugin because you won't come back and buying any more of their plugins. Yeah? So you, as I say, I've given you all of these samples and you now know how to assemble them in your drum sampler of choice. Okay? Donc vous n'avez pas besoin d'acheter Kit 3 de Sonic Academy. Sonic Academy fait exactement la même chose qu'il vient de vous montrer. Ce plugin, vous pouvez tout à fait reproduire ça dans les drum racks d'Ableton Live et vous faire vos 3 couches et avoir le contrôle comme on a dans Kick 3 de l'enveloppe, du tuning, de tous les aspects de chacune des couches d'un kick drum. I guarantee, for instance, when I'm mixing and I get to that, you know, when you're like 95, 6, 7, 8, 9% of like this is the mix. And the tiniest details really, really matter. And, you know, you've got to get those miniature details perfect. Just turning up that little click in the kick drum usually solves that. For instance, if you're not getting that kick quite clear enough, then often that click, because that's the point of contact for the kick drum, you know? So if you're losing the kick, you usually hear the kick turns a bit muddy, yeah? Yeah, the kick suddenly kind of goes, you know, and we want to go, dun, 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 right? Okay, turn the click up. Go in there and do what I did and just go in there and say, all right, I know we'll fix this. Yeah, I'm going to turn that little click up. That's a sub. Yeah? That's the sub. So, look, sorry, yeah. Look, plenty more to talk about. So okay, so what I've done there is given you a way to create a kick drum where you can slowly, remember I was talking about being sonic sculptors, right? So you can carry on chipping away, sculpting that kick. Carry on. But what I've done there is make a half decent. The click is way too loud, so let's just get it sounding. No, the click's down there. Yeah, it is. Yeah. Sorry, Freddie, you should be doing this, Freddie. Let's turn the click down. Yeah. And his limiter is killing my kick drum. Yeah. Wow.
Your limiter is doing some. Yeah, they've installed it today, actually. It's beating the shit out of my kick drum, man. They've installed it today. It's a limiter for the room. And it limits Yeah. for On entend 40 to 100 hertz. le nouveau exactly limiteur where installé au my kick blackout drums aujourd'hui. Damn. Okay, so look, let's bear with it, because even if I don't make it sound great here tonight, at least you can walk away with the techniques and you can make it sound great, okay? So the next thing I do, all right, here's another thing. I'm going to say, I suppose, a couple of things that may seem a little bit controversial here tonight. I'm going to tell you not to use compressors on your drums, okay? That sounds controversial, maybe? Yeah, do not. I stopped using compressors on. Use compressors on subgroups. Okay, so use bus compressors. So if you have a drum bus, and you should have a drum bus, definitely use a compressor on that. Yes, and use parallel compression, drum compression. Yeah, you all know about parallel drum compression, I'm guessing. Well, I'm gonna wipe the floor with that for you guys. You're gonna love this. Okay, so, don't use compressors on the tracks for drums. And I'll tell you why. And it's really obvious when I tell you, okay? The problem with compressors on drums is this. What compressors do, and you cannot argue with me, because I am right, okay? Compressors kill transients. Do they not? Of course they do. And what's important to us with all drum sounds? Transients. So why go and kill your transients? Crazy. Absolutely crazy. Do not use compressors on drum sounds apart from on drum bus and as parallel compression. Okay? Paul essaye d'être controversial. Quand on dit en français, il crée la controverse en nous disant de ne pas utiliser de compresseurs sur les pistes individuelles des drums, mais seulement sur les groupes de drums, lorsque les drums sont réunis dans un groupe, ou bien même sur, et bien sûr, les groupes de compression parallèle qu'on appelle. On avait notre ami Julien Stasma, qui est venu faire 1 heure de présentation sur les process, les traitements parallèles. Donc on connaît tous tout ce qu'il faut savoir sur les traitements parallèles, notamment la compression parallèle, qu'on appelle aussi la New York Compression. Donc dans ce cas-là, vous allez utiliser bien sûr de la compression, ça fait partie du principe, mais pas sur les pistes individuelles, parce que ça va tuer le transitoire. Les compresseurs vont indubitablement changer la transitoire, c'est-à-dire l'attaque de vos sons. Et donc Paul, il dit qu'il a raison, parce que le compresseur va tuer les transitoires. Or, nous, ce qu'on cherche dans les drums et dans les batteries, c'est le transitoire, le punch, l'attaque du son. Donc en mettant des compresseurs sur les pistes, on va tuer l'attaque du son. Okay, so what do I do instead of put a compressor? Because I do want to deal with dynamics with drums. Clipping. Well, to me, it's great that you said that, because we're going to get to that kind of thing. But clipping, with clippers, I'm going to actually send to a clipper. Because a clipper I use really as a kind of degrade the sound. I don't use it for soft clipping. I want to make it sound like an S1000 or a SP1200 or something. So I'll use a clipper to actually degrade the sound of the kick. That's what and I'll use that as a send, actually. Yeah. Anyway, what I'm gonna do, guys and gals, is I'm gonna use, of course, a transient shaper. Okay. Oui. Yeah. That's what you need on your drums. Because what does a transient shaper do? It allows you to increase the punch of a kick or decrease the punch of a kick. And it allows you to increase the sustain or shorten the sustain of a kick or any drum. So that's what you need to do as far as dynamics are concerned. And a transient shaper is a dynamics tool. It's perfect for drums. So if you don't believe me, just try it, and I guarantee you're going to be loving the results of using a transient shaper instead of a compressor on your drums. And so 1 second. Donc, Paul, donc il y avait quelqu'un dans la salle a dit qu'on devrait peut-être utiliser des clippers à la place des compresseurs sur les pistes.
Paul dit que oui, les clippers sont intéressants, mais Paul ne les utilise pas en soft clipping, qui nous permet, je vous le rappelle, de réduire la différence entre le pic et le RMS, mais plutôt en hard clipping, c'est-à-dire que là, le clipper est entendu, c'est un outil de saturation, et il va l'utiliser en général en scène, c'est-à-dire en auxiliaire, sur une piste de retour, et non pas en insert sur une piste directement. Et à la place, donc, pour reprendre, Paul nous a dit que à la place des compresseurs, lui, il utilisait les transient designers, donc en français, je pense que ça s'appelle des transient designers, n'est-ce pas? On en a un, par exemple, dans le drum bus de Ableton Live, il y a un bouton de transient designer, qui sont des outils qui nous permettent de contrôler l'attaque, d'en mettre plus ou d'en mettre moins, de contrôler le decay, d'en mettre plus ou d'en mettre moins, sans affecter le son aussi, de manière aussi complexe qu'un compresseur. Yeah, okay. So there's only one thing better than a transient designer, transient shaper, right? There's only one thing better, and of course that is a multi-band transient shaper. Okay. Now, okay, so now we're getting serious, right? And this, I guarantee you, after my my main EQ, this is the main plugin I use. Every single mix. I am a professional mixer. I mix every week of my life. And I guarantee you that after my EQ, this is my number 2. This is my second most used plugin. I don't only use it on drums, I use it on anything rhythmic, okay? So any drums, all drums, okay? Bass, great for bass. This will tighten your bass like you would not believe. I use it on, here's a great usage for a multi-band transient shaper, which is percussive loops, okay? And they might be percussion, or they might be synthesizers going, or whatever. They might be rhythm guitars. This is great for anything rhythmic. And here's the deal, right? Where your regular transient shaper has one attack and one sustain, I've got 3 attacks and 3 sustains. So I can control the attack and the sustain of the low frequencies, of the mid frequencies, and the high frequencies, okay? And I can control the sustain, of course, also of the low, mid, and high frequencies independently. And also, as you can see here, this also has an EQ built in. Wow. Now, what I'm going to say to you guys is, this plugin here, bear this in mind. I'm not trying to tell you things, but bear this in mind, right? Black Friday is just around the corner, and you'll be able to pick you'll be able to pick this plugin up for about 20 euros, okay? But don't worry, because I did tell you I was going to give you something that would do this job, and I have, okay? So I don't know if any of you guys have heard of this brilliant company that make free plugins called Analog Obsession. Anybody heard of Analog Obsession? I've given you guys, as part of the pack that you just, contact Fastlane to grab, okay? So I've given you an Analog Obsession multi-band transient shaper. Hey! Donc, je suis sûr que tout le monde a compris. Like I said, I'm not going to come here and say, hey, look what I've got, you haven't got it. That to me would be a bad session. I'm here to give you the good stuff. Donc Paul nous propose, au lieu d'utiliser un transient shaper sur nos drums, d'utiliser un multiband transient shaper. À contrario des transient shapers traditionnels, celui-ci a 3 attaques, 3 sustains qui nous permettront donc de contrôler l'attaque et le sustain sur les différentes bandes de fréquences, comme vous l'avez deviné. Celui-ci est payant, mais Black Friday, dans 2 semaines, il y a Black Friday, vous l'aurez pour 20 €. Mais dans le pack qu'il nous a donné à télécharger sur notre site, il a mis une version gratuite d'un transient shaper, multiband transient shaper qui vient de la compagnie, qui s'appelle Analog Obsession. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Yes. How does it work? How does it work? First of all, let me quickly tell you how Analog Obsession works. All the plugins are free, but he would be really happy if you made him a little donation or something. You really don't have to make him a donation, but it is freeware. How does it work? Okay, let's get our kick drum. Now, you know what's going to happen here is the house limiter, which is removing low frequencies from 100 hertz down, is going to fuck with me, right? But let's see what happens, all right? But look,
there's my kick drum. Let's take this out. In fact, let's completely, oh, this is going to be a nightmare. Okay, let's go. Let's see what happens. You can already hear that sound. Here it's cutting it out. I mean, that is not how my kick drum is supposed to sound, guys. So look, let's flatten the EQ. I mean, this is a nightmare. I don't quite know. I'm going to show you this. Holy shit. Look, let's just take all of this off and let's see if I can show you the principles. But I think you all know how it works. Look, that's nothing happening, okay? Now I listen to my kick drum, and don't forget the body to me is the most important part of it. So that's going to be mid frequencies as far as this multi. So let's make the body punchier. I mean, the limiters here are really messing with this, Yes, but maybe if you put down your BPM, the limiter will not be activated at each time the kick. okay, let's try it. I'll go down to 100 BPM, yeah? Let's go to 50 BPM. You know, I mean, if that's going to help, that's great. And well, thank you, because it has kind of improved it a little bit. Okay, look, just to show you, look, that is a lot. I mean, I wouldn't normally add this much, but there's just the attack, the mid frequencies attack boosted. Let's take it out. Okay, that's quite tame. Right, now, next most important is, for me, is going to be to get that click, that transient. So I'm going to boost the attack of the transient. You definitely heard the click come through more there, yeah? Okay. Now, and then we can look at the attack of the sub. You heard that? I'm really having to overdo it here for you guys. If you look at the settings I would normally use, they're not as dramatic as this. Now, I'm going to say another thing at this point is, okay, a lot of the time, for the sake of the groove of your track and getting that kick to really sit pretty in your mix, what can be really important is to shorten the sustain of your kick. That really, really helps, okay? It will stop it bleeding over into other rhythmic aspects, other drum and percussion sounds. It will stop it bleeding into the bass. Paul nous dit qu'un autre aspect important du sculptage de votre kick, c'est de descendre le decay sur la sub. Ça évitera que le kick aille bleed, comment on dirait, baver, baver sur les autres éléments rythmiques. Okay, so what I regularly do is this. Let's try and be really drastic. I mean, bottom line. But here's the thing, I mean, play around with the sustain and maybe don't worry about sustain until later in your mix and then go, actually, let's just tighten that kick drum. Any of you who have used Akai MPCs will be very familiar with what shortening the sustain of drum sounds, particularly kick sounds, is about and how it really helps a rhythm. But the other beautiful thing about this kick drum is that you have an EQ. So let's get some more click in it, more transient. Oh, yeah. Let's get some more thump in it. And I always look, you can see, can you see the waveform? You can see where the thump is, yeah? And let's get some more sub in it. Now we're really beginning to build a kick, right? Okay, if I take this out, you might prefer that. You know, that might be the right kick for the track. But I'm just overdoing it here for you guys to see how powerful these techniques are, yeah? It's just so you can go over that sound system as well. That's terrible. Yeah. Okay. Any questions so far? Because I'm now going to move on to something more. Let's move on. Let's move on. Okay, so say I'm happy with that kick drum, at least for now, okay? What I'm going to do now is another
serious trick. Okay. So remember, I showed you something earlier. I showed you that the loud, and I've said it more than once. The loudest thing in the mix. I can hear people talking. It's the kick drum. Is the kick drum. The loudest thing in the mix is the kick drum. So, how many of you think a lot about gain structure? Do you all know what gain structure is? Yeah? Because gain structure is like, if you don't get a good gain structure at the beginning of your mix, you're in trouble. And I tell you what, when I was learning to mix decades ago, the one thing that always screwed me was that I'd think, yeah, this mix is coming together great, and then I'd run out of headroom. Yeah? Donc, Paul nous dit que l'autre sujet important à tacler sur le mix, bien sûr, c'est la structure de gain. Comment on appelle ça en français? Ou le niveau, structure de gain, on va garder structure de gain. Et lorsqu'il a commencé à mixer, invariablement, à la fin de ses mix, il n'avait pas assez de headroom, c'est-à-dire en français, de headroom, c'est-à-dire de headroom, c'est-à-dire de marge de gain dans le master, n'est-ce pas? Et c'est une erreur qu'on a tous fait, bien sûr. Donc, oui. Here's the deal. Let's show you how to get a great gain structure. Yeah. Every single mix, okay? And it's easy. It's actually easy. Okay. We have to talk, though, about how loud your mix is going to be, right? Now, what I do is I go for a minus 0.1 as my output level on my master bus, okay? You need to know that, okay? Now, some of you, a lot of you even might say, but Paul, that's incredibly loud, that's crazy loud. You know? What with this whole Spotify thing, you know, apparently it's supposed to be minus 14 LUFS. You know about all this stuff, or am I? Oh, great. Oh, well. Okay, we're back. You know about this, right? Okay, so there's a real secret to that. And it is the trick that all of the pros are using is they go way above that, but then they turn it down. That's all you do. You actually get as much juice into your mix as you possibly can, okay? Because everybody else did. And if you were the good guy who followed the rules of the minus 14 LUFS of Spotify, your mix is going to sound really quiet and it's going to sound really tame. That's just the truth, right? So what I do is start my gain structure with, of course, the loudest thing in the mix, which is going to be the kick drum. Hey, so what I do is I do this. Very simple. Here's my kick drum. One more thing to do to my kick drum is this. Now, your kick drum, we're going to talk stereo field here very quickly, okay? So stereo field, your kick drum, or at least the low frequencies of your kick drum, are best to be mono. You probably all know this. Yeah, okay. So you're going to want to mono your low free. You're going to want to mono I mean, generally speaking, I mono the whole kick drum. I get the idea. You all know that you're going to want to mono your kick drum, certainly the low frequencies in your bass, but maybe the whole bass. You're going to want the snare drum not to be mono, but you're going to want it to be in the phantom center of the mix. And you're going to want your lead vocal to fundamentally be in the phantom center of the mix. So to mono my kick drum, I use this plugin. It's a free plugin, and it is in your little pack that you can go pick up. Okay? This is made by one of the best plugin companies out there. They're called Tone Projects. And you can see here, it's called Basslane. And here's how it works. This is how much stereo. So with a kick drum or a bass, I'm just going to go, well, I don't want zero spread. But here's the sexy bit. You can, if I put the frequency at its highest, everything below that will be monoed. Okay, so if I put the frequency all the way to its highest, which is 2.5K that it will give you, and I bring the stereo width down to 0, I've effectively made that kick completely mono. But what I sometimes do, and certainly do with basses, is allow some of the higher frequencies and the high mid frequencies to actually fan out into a stereo thing, you know?
so that my low thump, my kick and bass low thump is very much a mono thing, but then I'm allowing some higher frequency content in the kick and bass, but particularly the bass, to actually have a bit of stereo. Donc but let's make that kick completely mono. Juste pour récapituler vite fait, donc le plugin que Paul vient de tirer va nous permettre de rendre les parties des fréquences basses et mid-basse du kick et de la basse d'ailleurs mono, donc au centre du mix, tout en laissant les parties plus hautes, les fréquences plus hautes, un peu plus larges, grâce au bouton le plus à gauche ici, qui va nous permettre, c'est un crossover qui va nous permettre donc de décider à quel point, à quelle fréquence on décide de rendre les choses mono et rendre les choses stéréo. C'est une chose importante à faire avant de commencer la structure de gain comme il allait le faire, ok? Okay. So, cool. So I've done the mono, and I'm ready to sort my gain structure for my mix. And Let's do this. I don't only do this when I'm mixing. I do this from the start, because personally, when I'm producing music, I tend to start with the drums anyway. Or if I don't start with the drums are in there pretty quickly. And as soon as my kick drum's in the mix, this is what I do. I put a limiter onto that channel, and I make sure I put the limiter low down. And I've given you some great limiters, of course, but this one is Fab Filter Pro L2. It's like a bit of a standard, limiter. So I'll put my limiter on, but before I put the limiter on, I just want to see where now there you go, that kick drum's monitoring and it's clipping. Can't have that. Do not allow it to clip. So I can see that that's clipping at 0.0 dBs. So I'll pull that 0.2 dBs down. Clear that clip meter. Okay. Now let's see if we can get away with turning it up 0.1 of a dB, because I want this to be as loud as it can be. Oh, no, I can't. Oh. Clear the clip meter. There you go. That's as loud as that kick drum can be without clipping. So is the limiter doing anything to it yet? Not yet. I haven't even turned the limiter on. Oh, it's not on. Okay, sorry. Okay, so that is now as loud as that kick drum can possibly be without clipping. At this point, I put on a limiter. So that kick drum, the limiter is not going to allow that kick drum to get any louder. And I know it's not clipping. Bang. Perfect gain. Everything else in your mix, you will balance, you will find a level for it that fits with that kick drum level. Get me? Donc Paul nous dit qu'il commence son mix, c'est vrai que c'est assez controversial, on pourrait dire ça. Surely not. Voilà, donc vous avez vu, hein, il a mis le kick jusqu'à moins 0,1 décibels pour pas que ça aille clipper dans la piste ou même ailleurs, enfin surtout pas dans le master d'ailleurs. Et après, une fois qu'il avait fait ça, il met son limiteur qui... So the limiter is not doing much, is it, right now, is it? It's not really doing anything much at all. Let's have a look. But don't forget, because why is it not doing much? Because I'm not clipping. Yeah. I'm not allowing that kick drum to clip, but I am making sure that clip is as loud as it can possibly be without clipping. Let's put the limiter on. Don't forget, use the limiter as last plugin, because you might want to add some other stuff. Yeah. And if they come after the limiter, they're going to screw the limiter. The limiter can't do its job anymore. Assurez-vous que le limiteur soit le dernier dans la chaîne d'effets, bien sûr, sur le kick. Pour pas qu'un effet qui vienne après le limiteur aille niquer la structure que vous avez mis en place, en fait. Okay, so let's look at the limiter. Yeah, let's check out what it's doing. Oh, that's on +1. I've taken it down to 0. And you can see it's doing nothing. But here's a secret, because I'm limiting it now, if I do want to do, I shouldn't tell you this because this is getting dangerous. You could, of course, turn your limiter up. And it'll take a lot, and it'll get, so but I don't want to turn that up because I'm going to turn shit up later in the mix, okay? So, donc, ce qui est intéressant avec cette technique de ce qu'il disait Paul tout à l'heure, c'est que maintenant que vous avez mis cette relation en place avec le kick dans votre mix, vous allez mixer autour de ça, ça va être votre référence et tous les autres sons vont partir autour de ça. Mais le kick restera le plus fort possible, si vous voulez. Il sera le seul élément qui ne sera pas limité, qui sera le plus fort possible. Il sera moins 0,1 du master. C'est très inacadémique, c'est pas du tout académique ce qu'il est en train de montrer. Ok.
Any questions? Because I'm now going to move on to... Yeah, yes, go for it. Yeah, that should raise some Go for it. concerns. Just not raising concerns, but just your opinion. So, Yeah. headroom for the master. Yes. For mastering, for the stage of mastering. Yes. Do you think about that at all when you're mixing or not? Absolutely. Absolutely, yes. Yes. Okay. I master too, because let's put it this way. Your plugins on your stereo bus are mastering. You are effectively mastering, okay? Yeah? When you start putting plugins on your stereo bus, that is effectively mastering. So I always go, like I said, for minus 0.1. That means it's not clipping, okay? So what I'm doing is I'm going for something as loud as I can get without clipping. That's all I'm concerned about at this stage. But then, when I have to send out versions for Spotify, Apple Music, etc., I load the bounced stereo mix into a new file, and I will use various plugins to then bring it down, turn it down, that's all, just turn it down. One that I use a lot, and like I said, guys, I'm really not trying to advertise paid plugins to you, but one that is I tend to use for this, so as you asked, I will show you. It's Sonible's Smart, let's just, hang on, let's just... Zoomed out. Yeah, okay, it's Sonible's Smart Limit. What Smart Limit does is, as you'll see, you can tell it what you want to master for, and I choose Spotify. So when I now run my mix through Smart Limiter, it will do that reduction in volume for me. Si vous avez pas quoi offrir à Paul pour Noël, vous lui offrez des plugins, okay? Just saying, if they don't know what to give you for Christmas, maybe some plugins would do the trick. Really? We saw the list of plugins you got. Oh, it's a bit crazy, yeah. It's a bit. But I am a professional, guys. If somebody should have that many plugins, it's me. So, okay, all right. So, I don't know. Does that answer? Donc, oui. Donc, la question d'Adam, c'était est-ce que tu te concernes, c'est-à-dire que est-ce que tu penses au master ingénieur, c'est ça, hein? Est-ce que tu penses au mastering quand tu fais ton mix, parce que si tu donnes un mix à 0.1 minus 0.1, tu vas donner aucune marge de gain à ton master ingénieur. C'est un peu ce que tu voulais dire, Adam, n'est-ce pas? Donc ce que Paul a répondu, c'est que lorsqu'il va exporter le morceau, il va réduire le volume général. Il a d'ailleurs montré un plugin qui le fait très très bien. Voilà, c'était un peu la question. Et je pense que Adam a une autre question. Well, no, I was just going to continue on that. Because in that situation, you're kind of doing your own master after the mix, right? Yeah. Exactly. Do you ever do work these days where you're just doing a mix and sending it to a master engineer, and then they ever say to you, "What the fuck? Like, what's going on with this mix?" That's a great question, and I've got a great answer for you. Okay. Good. Yeah. A lot of people are going to tell you to reduce your mix by 6 dBs to give them some headroom to play with, right? And I say, screw them. They can turn it down 6 dBs themselves. Okay? There's your answer. They can turn it down 6 dBs, motherfuckers. Okay? Why the fuck should I compromise my work for them to get the glory? Yeah. Okay, I got a question back into... I can't see shit. Yeah. There you are. Yeah. Hi. About the mono thing on the kick. Yes. What does the plugin do to get things mono? Because if you're just summing to mono, you're just getting your phase cancellation into mono. Sorry, one more time. I'm trying to understand what your point is. Yeah. When you make the low end of your kick into mono. Yes. This is to avoid any kind of phase cancellation between your left and right. No, it's not. The idea is this. It's okay. We talk about the sound stage in mixing, yeah? And the sound stage is, here's the concept, right? To make it easier for the listener to get their head around what is happening in a mix, we want to make it easy for them. So what we do is we tend to adhere to the concept of the sound stage. So if you look at a stage, there's the band. What's in the middle? Well, the lead singer is in the middle, and that's why we pan the singer into the middle of the mix. Even if she then or he has stereo effects,
the voice is panned into the phantom center. Same with the bass. Same with the snare drum. Where's the drum kit on a stage? It's in the middle of the stage, right? Okay? And that's actually the reason why we put the kick and the bass in the center. And it's also for us to have clarity on every single sound in a mix. So that the idea of this is that you only have the kick, the bass, the snare, the lead vocal in the center. Nothing else is allowed in the center. So everything else has to be, I would say, fanned out like a hand of cards, you know? You fan, so you'll have like hi-hats and tom-toms slightly panned out. You'll have pads, strings, a lot of synthesizers really hard panned, like really on the edges of the mixes, yeah? You'll have a lot of synthesizers and guitars like 30 degrees maybe panned left and right. Yeah, you with me? Yeah. Yeah, cool. So that really is actually, it's not about phase at all. It's actually just about coherency. You know what? Another thing I always say to producers is and mixers is, look, the listener, always listen yourself as if you are that listener who's never heard this piece of music before in their life. They're hearing your music for the first time. Don't bombard them with information. This is down to that thing where, you know, don't have too many things happening in your mix, because when that person hears that for the first time, it's going to be like a bombardment of sound, and they're going to find it hard to get into liking your music because you're giving them too much information. Yeah, it's an information overload. And if you then order things so that you know, in the center are just these sounds, just there and there are those sounds, and on the edges are those sounds, it just makes it easier for people to assimilate what this piece of music is telling them what it's about. Yeah? Yeah? Yeah. Cool. Okay, so look, you know, I did say as far as, you know, mastering, no, I don't turn on. I have done in the past until I thought, why am I doing this? You know, because everything that you put on your stereo bus is your hearing, okay? So why then go and take some of it off and hope that the mastering engineer will put stuff back on that, you know, it's crazy. It's a crazy concept. So no, I don't take anything off my mix. In fact, here's the truth. I haven't finished telling you how fucking loud I make my mixes. Because these days, you need to make fucking loud mixes, okay? And you're up against people who are masters at making shit so much louder. And this is where I use things like, after I've mastered my mix to minus 0.1 dBs, which, as I told you, is as loud as something can be without clipping, okay? Because I don't want to distort my mix. Absolutely do not want to distort my mix, right? So what I then do is I get, here's my mix. What have I done? I know what I've done. I've moved on to some different drums, and let's just do this, because I'm now going to show you about the very famous NYC compression. I know what I've done. I know what I've done. Damn. Okay, yeah. All right, what I do is I use a plugin. There are a few plugins that will do this, but I use a plugin called Master Plan. I don't know if any of you guys have heard of Master Plan. No. Right, well, Master Plan, you put that on as your last plugin, and where you were at 0.01 below, you know, 0.1 of a dB below 0, I can now turn that up, easily turn that up 4 dBs, maybe more. And with this plugin, it's transparent. It's the most transparent limiter you've ever heard in your life. And I guarantee you that all the pros are using this. So when you hear your mix compared to their mix is going to have the perceived loudness of being a lot louder than your mix. And that's because they're all using things like this. Okay? Can we hear the result on that? Can you what I'm going to have to do is, I tell you what I'll do. Look, let's take Master Plan. I'm going to go back to my my ghastly sounding kick drum, okay? Let's just do this. Yeah, let's hear this. There's a really loud kick drum, okay?
So that's the not point As one. you can see, look here, let's just zoom in on that. 0.1. That is, I can see what No, I yeah, have to move do. your- Yeah, I have to, yeah. Now you move your cursor. Move your cursor I to know, the right. yeah. Then zoom, yeah. Yeah. There you go. Look, Yeah. you can see very clearly that I have got that at minus 0.1 dBs. That's apparently as loud as I can get it without it clipping. Well, it's not actually, because that's now. See, this limiter is not allowing this plugin to do its job. This limiter is. Oh yeah, ok, on n'entend pas parce que il y a un limiteur dans la salle. Il y a un limiteur sur le sound system ici. Et c'est ça depuis le début de la démo qui nous empêche un petit peu d'entendre ce qu'il fait. Hein. Well, maybe I want to do what? Reduce my volume. On va descendre. I reduce volume and now I think I hear what you're saying, man. So if I bring my volume down, yeah? Ok, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. I told you. Okay. Okay, there you go. We're now, obviously I've turned my volume down, so that is, I push up the maximum before it's limit. okay, so now I can turn it up and we'll hear it turn up, yeah? Yeah? Yeah, let's try it. Yeah. All right, let's go. So that is your hearing minus 0.1. Now, master plan will transparently turn that up shitloads. Oh, yeah, we can hear it now. Yeah, we can hear it before. Yeah. And you can hear. And it's still minus 0.2 there. It has not changed my level. Magic. Thank you for that, man. Cool. Paul, yes. Maybe one last little, if I may, one last little trick about the relationship between bass and kick. Can we see that before we go? Because we're gonna have to leave in a minute. But let's I do think that. People would love to see that. Let's do that. So let's get a bass, okay? Let's get a bass, and this is how. Now you saw what I did. I split the kick into 3 sounds. Yeah. Yeah. Okay, so we know that. I'm now going to do something very similar to a bass. Where's my bass? I get it. Here's my bass. All right, and let's take that plugin off. So to give me the same kind of control over a bass as I showed you I can get over a kick, here's my bass. Now that's a bass guitar. Doesn't matter, same thing applies. Okay? I use a multi-band expander on basses. That sounds expensive. I've given you guys a multi-band expander. And a good one. I have given you one, okay? So let's have it. Some people call multi-band compression expansion, some people call it a dynamic EQ. Okay, they're actually basically the same thing, okay? So let me show you the one that I tend to use. It's the industry standard. It's by Fab Filter. I think you've all heard of Fab Filter. I'll be surprised if you haven't. Yeah. So okay, look, here's how you do it. Okay, I go with five bands. Okay, so what I do is I tell you what, let's turn that one off and show you how I do it. So let's just grab another Pro MB. Okay, and let's go Fab Filter. Pro MB, there you are. And this is how I do it, right? Bass in solo. Okay, first thing I do is grab a sub band. The narrowest I can make it, double click. There's my sub band, let's solo it. Yeah, pure subs. Okay, what I do is I make sure that I'm expanding. That's called upward expansion. It does the opposite of compression. Rather than pushing something down when it gets loud, it pushes quiet stuff up. Cool. This is... Donc ce que Paul est en train d'utiliser, c'est un expandeur au lieu d'un compresseur qui fait l'inverse de la compression. Au lieu de réduire le volume d'un signal qui passe au-dessus d'un seuil, l'expandeur va augmenter le volume d'un signal qui passe au-dessus d'un seuil. Et là, il utilise donc des bandes séparées. Il en a utilisé 5 tout à l'heure. Voilà, là, il l'utilise sur la sub. Okay. So what I do is I solo it,
make sure that I'm expanding, and then I push it up till it sounds too saturated. Then I'll pull it back a bit. Then I'll make my next band. Now this usually goes up to about 250, 300 hertz. Okay, this is the body of your bass. This is the main part of the bass. It's muted at the moment. This is the main part of the bass that people are going to hear. I make sure I'm also, once again, expanding. And I solo that. Now I'm going to turn down because I've taken on board your bit of advice there. Okay. That's the main part of the bass that people hear, right? So what I'm going to do is expand, and I'm going to push that up. Okay? Don't worry, I'm going to come back and tweak. I'm going to come back and fine-tune this. But now let's grab the next bit, and this usually goes up to about 2K. Okay? Often, more likely, this band is from 500 to 2K, so I can move this one along to 500. There, you hear that, don't you? It's focused. And that I call the note. Okay? That's the note. You hear the fingers, you hear the fretboard, if this is a synth bass, it's still the same deal. That's where you get definition on what notes are being played. So I'm going to turn that up. Cette bande de fréquence nous permet d'entendre la note qui est jouée par le doigt, que ce soit un synthétiseur ou une basse guitare. Okay. And you'll be pleased to know that the next band, and I can even take that all the way up to the top. Listen to that. Do you know what I do with that? Guess. I mute it. Who the fuck wants to hear that in the bass? And that is gonna mess with other shit that we want to hear in that frequency range. Okay, who wants to hear the bass in that frequency range? Nobody. Okay, so I mute the top end. And all I'm losing, just to remind you, all I'm losing is this. I mean, yeah, no. So that's the secret to getting a great bass sound every time. And of course, now let's put that into the perspective that Freddie asked me to put it into. All right. So you've got your kick drum separated into 3 frequency ranges: sub, body, transient. Okay. You've now got your bass split into 3 frequency ranges: sub, body, note. And what you can do is, see, here's a great way to explain this, hopefully, right? I often mix with the client, and the client will say something to me like, yeah, Paul. And we're like really close to the end of a mix, right? Really close to the end of the mix. And he might say to me, hey, Paul, can we turn the kick drum up a bit? And I'll say, at this point in the mix, it's not turning the kick drum up. It's turning up particular frequencies in the kick drum we're talking, yeah? Because we are so close to this mix being there. Turning up the whole frequency range of a kick drum is just going to mess with the mix too much. You get me? Yeah. So don't say, let's turn the bass up. You know, that's like cracking a nut with a sledgehammer? You know, it's like, no. Ça veut dire, là, il vient de dire qu'il allait casser des couilles avec un gros marteau. Je tenais à traduire ça. Yeah? Okay, so just to remind you, this is what the bass sounded like. That's what was recorded. Now, hey, you guys probably use synth basses. I work with synth basses, but the principles are the same. Now, here's what I did with it with Pro MB. Okay? Hey, it's a man now. Okay? And of course, later on in the mix, what I can do
is mess with when I've got my kick and my bass. And don't forget, I told you, if you do low cuts, or would you rather I call them high pass filters? If you do enough if the good low cutting, high pass filtering, if you do that really well on everything in the mix except the kick and the bass, actually then tweaking the 3 frequency ranges of the bass and the 3 frequency ranges of the kick, ever so perfectly beautifully, you're just going to get those things sounding great. Si vous utilisez des filtres passe haut ou coupe bas, comme il a dit, correctement sur l'ensemble des éléments de votre mix, à part le kick et la basse, une fois que vous avez vos trois bandes de contrôle sur le kick et sur la basse, si vous les équilibrez correctement, vu qu'il n'y a plus rien qui vous emmerde en dessous de 120 Hz, vous allez voir que vous arrivez à exactement arranger les deux pour qu'ils cohabitent correctement. There you go, right? Put it on the kick. Shall we talk? Sorry, it's only vape, I promise, guys. Sorry about that, guys. So, shall I talk about New York compression, or shall we call that a wrap? Or should we probably, yeah. Okay, let's quickly... An hour and a half. But messieurs, dames, c'était Paul Walla qui a dévoilé pour vous quelques principes sous-jacents de la production des drums. Messieurs, dames, Paul Walla. Honestly, thank you very much. Thank you very, very much. We could stay there. We could stay there all night. But the principle of this, program and this thing is that we should try and give in an hour and a half as much knowledge as we can. And then you know how it is. You give too much knowledge, it goes one ear because you have the other. You know. I know. So we'll keep it to that to those wonderful. Principles that you've set, and I think if everybody understood like these 4 or 5 principles you gave us and work around that, I think they've taken something tonight. And I thank you very much for your knowledge and your patience with us. Very, very welcome. Do you know what? Freddie could ask me to walk to the end of the earth, and I would. Yeah, but I'm more than. You know what? You know what it is, man. I come here, and I really want to give you guys something. And I don't want it to be something that doesn't work out for you guys. What I have taught you, the only reason I've taught you it is because it works for me, I guarantee you. Okay? Merci Paul, merci beaucoup. Donc rappelez-vous que vous pouvez aller sur le site de Fastlane, vous trouverez l'article qui parle de ce soir. En fait, c'est l'article du Maug. En fait, tous les mois, il y a un article qui explique qui est Paul, qui explique qui est Fred, qui est venu ce soir. Et dans cet article, vous trouverez le lien pour télécharger les samples et tous les installeurs de plugins qu'il a préparé pour vous. Il a des installeurs pour PC et pour Mac. Ce sont que des plugins gratuits, bien sûr, aucun crack. Et vous pourrez reproduire le Multiband Transition Designer. Vous pourrez reproduire which other one on a un plugin aussi pour réduire la. The one I used or the one I've given them? Yeah, they've given them. Yeah, analog session as well. That's the Transition Designer. And then we also have. Vous aurez aussi l'opportunité de récupérer un plugin qui va vous permettre de réduire la largeur de vos sons, etc. Donc merci. Ça c'est pour télécharger tout de suite ce soir si vous voulez essayer chez vous là maintenant. Allez les chercher. Voilà, merci, c'était le Maug du 13 novembre. Merci encore à Fred Maigne qui est là-bas et qui nous a expliqué un petit peu les dessous du décor du label Chinese Man. Yes, mate. Okay, and then bien sûr, on se retrouve le mois prochain. On va parler de Pologne, mais le mois prochain, c'est le 8 décembre. Donc c'est un peu moins d'un mois. C'est marrant parce que le mois dernier, on avait que 3 semaines entre les deux Maug. Là, on a que 3 semaines entre les Maug. On resserre. Après, voilà, il y a aussi la soirée du 18 décembre où on fait le lancement d'un Fast Fame Records. Vous savez, on a la label de l'école où on lance des albums de nos élèves et parfois de nos fantastiques formateurs. Donc voilà, on a dû négocier entre le prochain Maug et la soirée de Noël en fait, hein, on danse et tout. Et donc le mois prochain, le 8 décembre,
On reçoit Citizen Kane. Donc Citizen Kane, artiste de techno de renommée internationale, qui habite à Montpellier, qui est un ami, et qui est déjà venu au Maug il y a genre 7-8 ans, et qu'on s'est croisé l'autre jour. Il avait envie d'en refaire un. Donc Citizen Kane, Bruno viendra nous parler de ses techniques de production. Voilà, c'est un de techniques de production proper, EDM, comme disait tout à l'heure Paul, hein, Electronic Dance Music. C'est un acteur assez sérieux sur la scène internationale, Bruno, donc on peut croire qu'il sait ce qu'il fait. On aura aussi Laurent Laroche, j'ai oublié le nom, c'est quoi, c'est Laurent Laroche, jeune homme qui utilise l'AI pour créer des voix. En fait, c'est pas une personne qui va prendre l'intelligence artificielle pour recréer votre voix, c'est quelqu'un qui va entraîner une intelligence artificielle pour créer une voix et qui va en faire une pop star. C'est quelqu'un qui utilise professionnellement l'AI pour créer des chanteurs et des chanteuses. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir quelqu'un qui utilise ça de manière professionnelle. Je pensais que ça nous plairait tous de voir ça. Donc voilà, c'est le prochain programme du Maug, le 8 décembre. En attendant, un gros merci au Blackout, comme tous les mois, hein, n'est-ce pas, avec Clément à la régie audio, son. Et son éditeur. Et Malo qui était ici aux réseaux sociaux et à la technique en général, et Paul qui s'occupait de la régie vidéo. Merci à vous si vous étiez sur internet en train de nous regarder comme tous les mois. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent régulièrement sur internet, c'est intéressant. On a eu beaucoup de mal pendant des années, puis d'un coup je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe, les gens commencent à comprendre que c'était cool. Merci à vous d'être là, comme tous les mois, hein, je crois, hein. On commence à être un peu entre nous maintenant. Voilà, et puis bien sûr, bon voilà, ils ont voyagé de loin, Paul. Il est venu d'Angleterre pour nous rejoindre ce soir. A big thanks to one of my very old friends and one of my mentors who's taught me so much. Thank you, Paul, and very, very kind of you to transparent you. It was my pleasure, and I'm just going to say to you guys, he's going to put that up as a video. This up as a video anyway. You're going to put it up as a video. Yeah, we are, yeah. Hey! Yeah, this is... Yeah! Si vous avez raté quelque chose en marche, vous savez qu'on archive toutes les présentations. Et on refait le son aussi un peu après pour améliorer le rendu. Et donc voilà, vous pourrez dès demain ou dès la semaine prochaine regarder la présentation d'abord de Fred et d'abord de fin. Et vous pouvez regarder toutes les archives depuis 11 ans de toutes nos présentations. Qui vous permettront d'apprendre plein de trucs super géniaux. Par exemple, je parlais tout à l'heure des traitements parallèles qu'on avait vu avec Julien Stasma qui était venu, qui était une super présentation sur les traitements parallèles, la distorsion parallèle, la compression parallèle. Regardez ça par exemple si vous voulez compléter un petit peu votre savoir-faire par rapport à ce qu'a montré Paul. Encore merci à vous d'être là, merci Fred, merci Paul. On se voit le mois prochain, ciao.